Bonsoir à tous. Très heureux de vous voir aussi nombreux. Vous êtes ici dans le cadre d'un cycle de conférences qui s'appelle Une question à un chercheur, une chercheuse. C'est un cycle de conférences organisé par l'Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques, Mathématiques Parc, la Société mathématique de France, la Société française de physique, l'Institut Henri Poincaré et l'Institut d'astrophysique de Paris où nous sommes. Il s'agit de 2 conférences par an, une en mathématiques qui a lieu à l'Institut Henri Poincaré et une de physique qui a lieu donc ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Cette conférence vise principalement les étudiants de premier cycle, que ce soit à l'université ou de classe préparatoire, mais également tout le monde est le bienvenu. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Hébrard. Guillaume est directeur de recherche du CNRS, en poste à l'Institut d'astrophysique de Paris, donc il connaît bien les lieux. Et c'est un spécialiste des exoplanètes. Nous allons lui laisser la parole pour 1 heure d'exposé sur ce sujet, qui sera suivi de séances de questions-réponses avec Guillaume. Sur ce. Merci. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux de faire cette conférence ce soir et puis de voir autant de personnes pour l'écouter. Ça me fait plaisir. Donc, alors une question à un chercheur. Est-ce que je vais répondre à une question? Je vais en poser plusieurs et puis je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Donc, j'ai intitulé ma conférence « La révolution des exoplanètes ». Donc, je vais parler des exoplanètes ou les planètes extrasolaires, c'est-à-dire les planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. C'est un sujet, une thématique de recherche en astrophysique qui est assez récent, comme je vais vous le montrer. Ça fait seulement quelques années qu'on a des observations. Et vraiment, cette thématique a explosé. On peut dire que ça a vraiment créé une révolution en astrophysique, parce que c'est une nouvelle discipline qui est apparue. Et maintenant, il y a énormément de personnes qui travaillent dessus, énormément de scientifiques à travers le monde qui travaillent sur cette thématique, en France, à l'IAP, ici notamment. Et elle a également occasionné une révolution, soyons ambitieux, prétentieux, même un petit peu, de la pensée humaine, hein, disons-le. Il me semble que cette thématique va au-delà même de l'astrophysique. Alors je vais essayer de vous expliquer ça pendant cette conférence. Donc on va partir de Paris, on va partir du Palais de la Découverte, un célèbre musée qui a été créé à peu près au même moment que l'Institut d'astrophysique de Paris dans lequel nous sommes ce soir. Il est en travaux, mais il va réouvrir d'ici quelques mois, donc évidemment, il faudra y aller quand il rouvrira. On s'éloigne, on voit l'Europe, la Terre, on voit notre planète, la planète Terre. Alors cette image-là de la planète Terre, notre planète vue de l'extérieur, elle est très familière, évidemment, on a tous vu une image comme ça. Il faut prendre conscience tout de même que ça fait seulement quelques dizaines d'années qu'on a une image comme ça. Pendant des siècles, des millénaires, nos ancêtres êtres humains, ils n'avaient pas une vision comme ça. On voyait juste la Terre, notre environnement proche, éventuellement on voyageait un petit peu, mais on ne voyait pas ça. Donc voilà, on voit notre planète, la Terre, que je pense tous, vous connaissez bien. Vous savez qu'elle est dans le système solaire. Le système solaire, c'est essentiellement une étoile, le Soleil, entourée de planètes qui lui tournent autour. Et donc la différence entre une étoile et une planète, une étoile, c'est une grosse boule de gaz, d'hydrogène essentiellement, qui émet de la chaleur, qui émet de la lumière, qui émet de l'énergie. Sa source d'énergie, ce sont les réactions thermonucléaires qui ont lieu en son cœur. Et puis les planètes sont plus petites, moins chaudes, elles n'émettent pas vraiment d'énergie, elles reçoivent la lumière, l'énergie de leur étoile. Donc là, on voit le système solaire vu du dessus, notre étoile, le Soleil au centre, 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et puis, plus loin du Soleil, 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Il y a une grande diversité. Avant la grande diversité, juste le panorama des planètes. Donc ici, le Soleil sur la gauche, là, qui ne rentre pas sur ma diapositive tellement il est gros. Les 4 planètes géantes, qui sont de grosses boules de gaz, en fait, ce sont des atmosphères géantes, on va dire. On ne pourrait pas se poser à leur surface, on tomberait à l'intérieur. Et puis 4 planètes telluriques, Mercure, Mars, Vénus et la Terre qu'on voit ici. Alors, si vous n'avez jamais observé une planète dans le ciel, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, mais donc en ce moment, on en voit très bien 2. Alors, on en voit très bien 2. Là, c'est le ciel qu'on verra ce soir à 20h15. Alors, à 20h15, je pense qu'on sera encore dans cette salle, sauf s'il y en a qui sont partis en avance, mais en tout cas, moi, je serai encore là. Mais j'ai montré ça parce que ce soir, on voit Mercure juste au-dessus de l'horizon. Bon, ceci dit, à Paris, puis en plus, c'est un peu couvert ce soir, donc ça va être un peu compliqué. Mais dans les jours qui vont venir, si vous avez un bel horizon dégagé vers l'ouest, vous pourrez voir la planète Mercure. C'est pas facile à voir, on la voit pas souvent. Par contre, Jupiter, il n'y a aucun problème. S'il a fait beau ces derniers jours, le soir, vers l'horizon ouest,
Si vous avez vu un point brillant, il n'y a pas de problème, c'est clair que c'était Jupiter. Et on va continuer à la voir encore dans les semaines qui viennent. Donc c'est sûr qu'il y aura bien un soir ou deux dans les semaines qui viennent où il fera beau. Donc si vous n'avez jamais vu Jupiter, jamais, vous l'avez sans doute vu, mais identifié, voir un point dans le ciel et savoir que c'était Jupiter, donc regardez vers l'horizon ouest au coucher du soleil, juste au début de la nuit, dans les semaines qui viennent. Donc comme je m'apprêtais à le dire, le système solaire, il y a une grande diversité. Donc là, c'est une sorte de pot pourri, on voit Jupiter, rien n'est à l'échelle, hein, aucune échelle n'est respectée. On voit la planète Jupiter, un des satellites de Jupiter, qui en réalité est bien plus petit par rapport à Jupiter, un cratère à la surface de Mars, une comète, un astéroïde, les anneaux de Saturne qui sont très célèbres, donc tout un tas de choses dans le système solaire. Et puis évidemment dans le système solaire, une planète que l'on connaît bien, qui nous intéresse bien, la planète Terre. La planète Terre avec à sa surface des continents, des océans, une atmosphère, et puis quelque chose de très particulier sur la Terre, la vie végétale, la vie animale, parmi ces espèces animales, l'espèce humaine qui s'est développée technologiquement. Donc la Terre a vu l'apparition et le développement de la vie, et ça, c'est quand même une particularité, parce que pour l'instant, on n'a jamais vu de vie extraterrestre, on n'a jamais vu de vie ailleurs que sur la Terre, et j'y reviendrai dans un instant. Donc le ciel tel qu'on le voit la nuit, c'est quelque chose que les êtres humains voient depuis des siècles, des millénaires. Alors on a tout un tas de représentations. Si on prend une représentation un petit peu plus réaliste, telle qu'on la voit avec nos yeux, donc voici l'aspect du ciel que l'on voit la nuit. On voit des dizaines, des centaines, des milliers d'étoiles, suivant la qualité du ciel, suivant la qualité de notre vue. Et donc, alors on sait maintenant que toutes les étoiles, ça fait assez longtemps qu'on le sait, toutes les étoiles, ce sont des astres semblables au Soleil, donc des grosses boules de gaz qui émettent de la lumière, de la chaleur, de l'énergie, des grosses boules d'hydrogène. Évidemment, elles sont beaucoup plus loin, hein. La lumière des étoiles, on la voit, mais elle est très faible, et puis on ne ressent pas du tout leur chaleur. Et puis on a compris également que les planètes, par exemple Jupiter, qui est en ce moment dans le ciel, ce sont des petits corps qui tournent autour de notre étoile, le Soleil. Donc depuis qu'on a compris que les étoiles, c'était comme le Soleil, mais plus loin, et que les planètes tournaient autour de notre étoile, le Soleil, c'est assez naturel de se dire que les étoiles, les autres étoiles, elles aussi, certaines d'entre elles, peut-être toutes, ont des planètes qui leur tournent autour. Et donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil, on appelle ça des planètes extrasolaires ou des exoplanètes. L'un des premiers à avoir émis cette hypothèse, c'est la proposition qu'il y avait des exoplanètes, c'est Giordano Bruno, peut-être vous le connaissez, c'était un Italien donc, qui vivait au XVIe siècle. Et alors lui, c'est avant Galilée. Hein. Galilée, sa première observation, c'est avec une lunette astronomique, c'est 1609, donc 9 ans après la mort de Giordano Bruno. Donc Giordano Bruno, juste en observant à l'œil nu, juste par la force de la puissance de réflexion, par la déduction, sans beaucoup d'expérimentation, d'observation très poussée, il avait compris, il avait dit, oui, les étoiles, c'est comme le Soleil, sauf qu'elles sont beaucoup plus loin. Alors évidemment, il n'avait pas d'idée de la source d'énergie des étoiles, il ne savait pas ce que c'était une réaction nucléaire, mais il voyait le Soleil, il connaissait bien, on le voyait le Soleil, on le ressent, tout le monde sait ce que c'est, ressent le Soleil. Donc il avait vu le Soleil, il avait vu les étoiles, et il avait été capable de dire, ouais, les étoiles, c'est la même chose que le Soleil, sauf qu'elles sont plus loin. Donc déjà, moi, je suis épaté par ça, je trouve que c'est un esprit de déduction qui est extrêmement impressionnant. Il avait compris également, il reprenait Copernic, Copernic c'était avant lui, Copernic c'est le premier, en tout cas dans notre monde occidental, qui a dit, ou en tout cas l'un des premiers à avoir dit que les planètes tournaient autour du Soleil. Alors vous savez qu'il y avait le dogme géocentrique, du géocentrisme, selon lequel la Terre était au centre de l'univers et que tout tournait autour de la Terre. Donc Giordano Bruno n'est pas le premier dans à la Renaissance à avoir dit que non, c'était le Soleil qui était au centre et que les planètes tournaient autour du Soleil, mais il a repris cette idée, ce qui était très courageux à l'époque. Donc il avait compris que les étoiles, c'était comme le Soleil, il avait compris que les planètes tournaient autour du Soleil, donc il a dit, autour des étoiles, il y a également des planètes, et il lui disait, c'est vraiment impossible d'imaginer que ces planètes ne soient pas habitées. Ça lui paraissait vraiment très peu probable. Donc voilà, toutes ces déductions, moi je le redis, moi je suis vraiment épaté par cet esprit de déduction, et vous savez peut-être la fin tragique de Giordano Bruno, il a eu un procès par l'Inquisition catholique à Rome, il a été condamné à mort et il a été brûlé. La date 1600, c'est la date de sa mort, il a été brûlé vif à Rome, et cette image-là, il reste une statue sur la place même où il a été brûlé. Et donc bien évidemment, on sait maintenant qu'il a raison et que c'était un grand précurseur. Mais ceci dit, Giordano Bruno, comme je le disais, il n'avait pas beaucoup d'observations, à part quelques observations à l'œil nu, c'était surtout de la déduction. Et alors évidemment, c'est très important la déduction, mais en science, on a quand même du mal à avancer uniquement avec la déduction. Et donc il faut faire des expériences. Et donc l'étude des exoplanètes, l'exoplanétologie,
a du mal à démarrer si on n'a pas détecté d'exoplanètes. Et en gros, comment détecter une exoplanète? Giordano Bruno, évidemment, qu'il n'avait pas détecté d'exoplanètes. Comment on fait pour détecter une exoplanète? La méthode la plus simple qui nous vient à l'esprit, c'est la méthode directe. On prend une étoile, là, on va prendre celle-là, on prend un gros télescope, on grossit énormément, on va voir un petit point à côté. Au fur et à mesure du temps, on va voir que le point tourne autour de l'étoile. Ça y est, on a détecté une planète extrasolaire. Sauf que cette méthode, la méthode directe, la méthode d'imagerie directe, elle pose deux énormes difficultés. Et en gros, on peut faire l'analogie avec un phare. On imagine un phare avec un goéland qui lui tourne autour. Donc le goéland, il est bien moins brillant que le phare. Hein. Vous m'avez compris, le goéland, c'est la planète qui tourne autour de l'étoile qui éclaire la planète. Le phare éclaire le goéland. Et on imagine qu'on veut détecter le goéland alors qu'on est à 1000 km du phare. Eh bien, ce n'est pas facile. Eh bien, c'est ça la difficulté de la détection directe d'une planète extrasolaire. L'étoile autour de laquelle tourne la planète, elle est très loin. Donc les deux apparaissent très proches l'une de l'autre. Et en plus, la planète, elle est des milliards de fois moins brillante que l'étoile. Pour le coup, le goéland, ce n'est pas un milliard de fois. C'est plus facile de détecter un goéland à 1000 km du phare, si le goéland tourne autour du phare, qu'une planète autour d'une étoile. Donc tout ça pour dire que c'est très compliqué de détecter une planète extrasolaire. Et donc pendant des siècles, on se doutait bien que les planètes extrasolaires devaient exister. C'était quand même difficile d'admettre que le Soleil soit la seule étoile à avoir des planètes. Mais bon, à la limite, pourquoi pas? Mais quand même, beaucoup de gens considéraient que les exoplanètes devaient exister, mais on n'arrivait pas à les détecter. Et même, peut-être, on pouvait se dire, on n'arrivera jamais à les détecter. Ça sera une science très spéculative qui aura du mal à faire des progrès. Ce ne sera pas vraiment une science, en fait, d'une certaine manière. Un petit peu tout de même, parce que la théorie, évidemment, c'est scientifique, mais la théorie qu'on ne peut pas confronter à l'observation, ça pose tout de même des difficultés. Alors pourquoi est-ce que ce serait très intéressant de rechercher et de caractériser des planètes extrasolaires? Donc tout d'abord, pour explorer la diversité de l'univers, ça c'est un but de la science. La science, dans un premier temps, elle cherche à explorer la nature, qu'est-ce qu'on a autour de nous, juste de voir ce qu'il y a autour de nous. Détecter et étudier des systèmes planétaires particuliers, on connaît bien les 8 planètes du système solaire, on ne les connaît pas parfaitement, évidemment, il y a toujours des choses à étudier, à y découvrir, mais on les connaît bien, mais on aimerait bien en trouver d'autres pour voir est-ce que certaines vont avoir des particularités, des trucs intéressants à étudier, comme on s'intéresse à Mars, on s'intéresse à Vénus, on s'intéresse à la Terre, évidemment. On veut également déterminer les propriétés statistiques des systèmes planétaires. Quand on n'a que le système solaire, on n'a qu'une étoile, on n'a que 8 planètes, on sait qu'il y a 4 planètes telluriques proches de leur étoile, 4 planètes géantes plus loin. Est-ce que tous les systèmes solaires, c'est comme ça? Tant qu'on n'en a qu'un, c'est quand même difficile de faire de la statistique avec un seul cas. Alors on a 8 planètes, donc on a quand même quelques planètes. On sait qu'il y a différents types de planètes, des telluriques, des gazeuses, mais en statistique, on sent bien que c'est un petit peu limité si on a un seul système planétaire. Rechercher, caractériser des planètes extrasolaires, c'est intéressant également pour mieux comprendre leur modèle de formation et d'évolution. Il y a des théoriciens qui font des modèles, des simulations analytiques, numériques, pour essayer de voir comment se crée un système planétaire et comment il va évoluer par la suite. Et donc ces modèles-là, ils font des prédictions, ils disent voilà, on doit avoir des planètes avec telle propriété, telle masse, tel rayon, telle distance de leur étoile, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on fait en science, on a des modèles et puis on les compare aux observations. Quand on a un seul système planétaire, c'est un petit peu difficile de faire ça. Ça a été fait pendant longtemps, pendant des siècles. Laplace a fait un modèle de formation du système solaire qui a plein de points intéressants, plein de points pertinents, qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Ça n'empêche que quand on a un seul cas, c'est compliqué. Et donc si on a toutes des statistiques sur les systèmes planétaires, on peut mieux comprendre les modèles de formation et d'évolution de ces systèmes planétaires en comparant les modèles aux observations. L'un des intérêts également, bien sûr, de la recherche et la caractérisation des exoplanètes, on est intéressé un jour à trouver des analogues de la Terre, à trouver une planète qui serait comme la Terre, même masse, même rayon, même distance à son étoile, autour d'une étoile comme le Soleil, même température, même type spectral, parce qu'évidemment, on a la question de la recherche de la vie extraterrestre. La grande question, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre? C'est une question philosophique, une question de science-fiction, on peut faire plein de trucs là-dedans, évidemment, mais c'est évidemment aussi une question scientifique, c'est-à-dire une question à laquelle on peut apporter des éléments de réponse en utilisant la méthode scientifique, des raisonnements rationnels pour avoir des réponses quantifiées, etc. Alors, je ne vais pas donner la réponse ce soir, sinon vous la connaîtrez. En effet, on ne sait pas encore si la vie extraterrestre existe, mais on sent bien que si on veut avancer scientifiquement sur cette question de la vie extraterrestre, est-ce qu'elle existe, on sent bien qu'étudier, rechercher des planètes extrasolaires, et éventuellement, dès qu'il ressemblerait beaucoup à la Terre, des exotères autour d'un exosoleil, autour d'une étoile, on sent bien que c'est quelque chose à faire pour avancer vers la recherche de la vie extraterrestre et peut-être un jour sa détection. Alors les présomptions, tant on n'avait pas de planète extrasolaire, on se disait qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des orbites quasi circulaires,
des orbites coplanaires, c'est-à-dire toutes dans le même plan, progrades, c'est-à-dire qu'elles tournent toutes dans le même sens et dans le même sens que le sens de rotation du Soleil sur lui-même. On s'attendait à un Jupiter à 5 unités astronomiques, une Terre à 1 unité astronomique. L'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Donc en gros, on s'attendait à quelque chose comme notre système solaire. C'est assez raisonnable. On se dit, on a le système solaire qu'on connaissait depuis des siècles. On se dit, si on va trouver d'autres planètes autour d'autres étoiles, c'est assez raisonnable de se dire que on va trouver des choses un petit peu similaires. Et alors, ce n'est pas du tout ce qui a été trouvé. Donc, je vais y revenir, je vais y venir dans un instant, parce que finalement, j'arrête mon effet de suspense, en 1995, la détection de la première exoplanète a été effectuée par les astronomes suisses Mayer et Queloz à l'Observatoire d'Hauts-de-Provence. Alors, l'Observatoire d'Hauts-de-Provence, c'est le 3e institut, je vous ai parlé du Palais de la Découverte, l'Institut d'astrophysique de Paris. L'Observatoire d'Hauts-de-Provence a été créé à peu près à la même époque, juste avant la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque justement où c'était Jean Perrin qui était au gouvernement, il s'occupait de la recherche. C'était une époque où il y avait un grand scientifique, il était prix Nobel, Jean Perrin, il était au gouvernement. Et puis moi j'aime bien voir des scientifiques qui se sont investis en politique et qui ont pris des décisions qui restent pertinentes des décennies après. C'est aussi ce gouvernement qui a créé le CNRS, donc le Palais de la Découverte, l'IAP où nous sommes, l'Observatoire de Haute-Provence, le CNRS, ce sont toujours des institutions qui fonctionnent toujours des dizaines d'années après leur création et qui sont toujours pertinentes. Donc l'Observatoire de Haute-Provence, il est juste là, et donc dans le sud de la France, ça ressemble à ça, et autour de ce télescope, voilà le gros télescope de 1,93 m, qui lui a été mis en service un petit peu plus tard, dans les années 50. C'est ce télescope-là qui a été utilisé par Mayer et Queloz pour détecter la première planète extrasolaire. Donc Mayer et Queloz, on les voit ici, là, ils posent au 10e anniversaire de la découverte, de leur grande découverte. Michel Mayer est ici. Didier Queloz était son étudiant à l'époque. C'était pas tout le temps le cas. Là, c'est un prix Nobel qui a été attribué au professeur qui dirigeait les études et à son étudiant d'alors. Alors, le résultat, c'est en 1995, ils ont eu le prix Nobel en 2019. En 2019, Didier Queloz, il n'est plus étudiant, lui aussi est un professeur avec des myriades d'étudiants et d'étudiantes qui travaillent avec lui. Et alors, j'en profite, vu que nous sommes à l'Institut d'astrophysique de Paris, pour faire une petite page de publicité. Figurez-vous que tous les premiers mardis du mois, nous organisons dans ce même amphithéâtre une conférence d'astrophysique. Et figurez-vous, alors le mois prochain, c'est un collègue, Florent Leclerc, qui va faire une conférence. Elle est déjà complète, donc je ne peux pas trop en faire la pub, mais c'est en retransmis en direct sur YouTube, donc n'hésitez pas à la suivre. Par contre, le mois suivant, donc le 7 mai prochain, nous aurons justement Michel Mayer, prix Nobel de physique, qui viendra faire une conférence. Donc n'hésitez pas à y aller. Alors pour s'inscrire, c'est la conférence, c'est dans le courant de la semaine prochaine qu'on pourra s'inscrire. Et pour le coup, exceptionnellement, elle n'aura pas lieu dans notre amphithéâtre parce qu'on s'attend à avoir, là déjà on est très nombreux, moi je suis très heureux de voir autant de monde, mais on s'attend à ce que pour Michel Mayer, prix Nobel, on ait encore plus de monde. Donc on sera délocalisé dans notre université, à Sorbonne Université, sur le campus de Jussieu. Donc je vous invite à y aller, évidemment. Vous aurez, on peut dire que je passe en première partie de Michel Mayer. Voilà, ça me fait très plaisir. Je vous introduis le sujet. Et puis le 7 mai, là, vous aurez un prix Nobel qui vous en dira encore plus. Voilà. Alors Mayer et Queloz, comment ils ont fait pour détecter leur première planète extrasolaire? Est-ce qu'ils ont détecté un goéland autour d'un phare? Non. Ils n'ont pas réussi à surmonter la grosse difficulté de la détection directe. Ce qu'ils ont fait, Mayer et Queloz, ils ont fait une détection indirecte. Ils n'ont pas vu directement la planète, ils ont détecté la perturbation provoquée par la planète sur son étoile. Je vais vous expliquer très rapidement le principe de ce phénomène en prenant l'analogie d'un lanceur de marteau. Ça, c'est une image où on voit un lanceur de marteau donc, qui fait tourner son marteau autour de lui. Alors, il n'a pas une auréole au-dessus de la tête, il a juste un point lumineux, et puis le marteau est lumineux également. Et donc, la pause a été faite en 2-3 secondes. Et donc, pendant les 2-3 secondes, on voit énormément le marteau qui tourne autour du lanceur de marteau. Mais on voit que le lanceur de marteau tourne un petit peu également. Et donc, je crois que beaucoup d'entre vous êtes étudiants en physique. Donc, si on fait l'action, la réaction, la force entre le lanceur de marteau et le marteau est la même que la force entre le marteau et le lanceur de marteau. Sauf que l'inertie du marteau est bien plus faible que l'inertie du lanceur de marteau. Donc c'est essentiellement le marteau qui bouge, parce que lui, il a peu d'inertie, donc avec une même quantité de force, on va le faire beaucoup bouger. Mais le lanceur de marteau, il n'a pas une inertie infinie, donc il bouge un petit peu. Et on sent bien que plus le marteau va être massif, plus le lanceur de marteau il va bouger sous l'effet de la réaction de son marteau. Et bien sûr, vous avez compris l'analogie, le lanceur de marteau, c'est l'étoile, le marteau, c'est la planète, et le filin métallique qui relie les deux, bien sûr, c'est la force de gravité qui relie les deux. Donc là, c'est exagéré, c'est essentiellement la planète qui tourne autour de l'étoile, mais l'étoile bouge un petit peu du fait de l'effet gravitationnel de la planète qui lui tourne autour. Et donc, si on a un astronome qui arrive, qui veut détecter la planète, alors on n'arrive pas à voir la planète directement, toujours pour les grosses difficultés, elle est trop proche et trop peu lumineuse par rapport à l'étoile. Par contre, s'il étudie très précisément le mouvement de l'étoile, et notamment le mouvement de vitesse radiale,
c'est-à-dire le mouvement de l'étoile qu'on voyait là, mais projeté sur la ligne de visée, et bien ça, on peut le mesurer très précisément. Et donc voici le type de mesure qu'ont fait Mayer et Kellos en 1995. Ils ont observé l'étoile 51 de la constellation de Pégase, l'étoile 51 Pégase, et la planète qu'ils ont détectée s'appelle 51 Pégasi b. Et donc ce que l'on voit ici, c'est la vitesse radiale qu'ils ont mesurée de cette étoile en fonction du temps, donc chaque jour, ou plutôt chaque nuit. Donc vous voyez qu'il y a à peu près un mois d'observation là. Alors on voit les mesures, là c'est la vitesse radiale, donc là c'est moins 50 mètres par seconde, ici c'est plus 60 mètres par seconde. Par convention, une vitesse positive, c'est une étoile qui s'éloigne, une vitesse négative, c'est une étoile qui s'approche. On aurait pu prendre la convention inverse, mais c'est celle-là. Donc déjà, ce que l'on voit, on voit les mesures. Sur chaque mesure, il y a une barre d'erreur, donc on peut voir si ça bouge. Entre ces deux points-là, on ne peut pas vraiment dire si ça a bougé, les barres d'erreur se superposent, donc là on ne sait pas bien. Par contre, entre ce point-là et ce point-là, ben là c'est clair que ça a bougé. Entre ce point-là et ce point-là, si on croit les mesures, si on croit les barres d'erreur, eh ben, la vitesse radiale de l'étoile a bougé. Une vitesse qui a bougé, c'est une accélération, donc cette étoile est accélérée. Une accélération, un objet qui subit une accélération, qui montre une accélération, c'est un objet qui subit une force. Donc cette étoile-là est accélérée, cette étoile-là subit une force, elle subit la force d'une planète qui lui tourne autour. Et donc à partir d'un graphique comme cela, Mayer et Kellos, ils ont pu dire qu'il y avait une planète qui tournait autour de 51 Pég, et ils ont même pu mesurer la période orbitale de cette planète. Alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je vais superposer le modèle. Quand on met un modèle, c'est plus facile. Voilà, vous voyez que ça s'ajuste très bien. Donc on voit que l'étoile s'approche, s'éloigne, s'approche, s'éloigne, s'approche, s'éloigne de manière périodique. Et on voit la période, là, le minimum c'est au 3, au 7, 4 jours. Donc cette étoile s'approche, s'éloigne, s'approche, s'éloigne, s'approche, s'éloigne de nous avec une période de 4 jours. Et donc Mayer et Kellos, à partir de ça, ils en ont conclu qu'il y avait une planète qui tournait autour de cette étoile-là avec une période de 4 jours. Alors ça, ce n'est pas la vraie figure de Mayer et Kellos, c'est celle-là. Ça, c'est vraiment la figure historique, telle qu'ils l'ont annoncée dans une fameuse conférence et qu'ils ont publiée quelques semaines après dans la revue scientifique Nature. Ce que l'on voit, c'est la vitesse radiale, là toujours, hein, en fonction de la phase orbitale. C'est-à-dire que c'est comme le temps, mais on replie en phase, puisque c'est un phénomène périodique. On voit bien que ce point-là, c'est exactement le même que ce point-là. Donc voilà, ce résultat-là, c'est ça qui leur a valu le prix Nobel, enfin exactement, c'est ça qui leur a valu le prix Nobel. Donc je résume, pendant des siècles, on se disait oui, les exoplanètes, ça doit exister, mais on en avait zéro, on ne savait pas, on n'en trouvait pas, donc on avait du mal à avancer dans cette science. À partir de 1995, la première planète extrasolaire a pu être détectée, donc vraiment, première révolution. Et alors déjà, cette planète, rien qu'en tant que telle, elle est extrêmement importante puisque donc elle montre que les planètes extrasolaires existent, mais mais en plus, on peut étudier ses caractéristiques. Je vous en ai déjà donné une, elle tourne en 4 jours, donc elle est très proche de son étoile. Mercure, la planète la plus proche de notre étoile, le Soleil, elle tourne en 3 mois autour du Soleil. Donc 4 jours, elle est vraiment très proche, elle est très chaude évidemment, parce que 51, Pég, l'étoile, elle est similaire au Soleil. Et puis on peut mesurer la masse également de la planète. Comment mesurer la masse de la planète? C'est l'amplitude du mouvement. Si je reprends le lanceur de marteau, on sent bien que plus le marteau va être massif, plus le lanceur de marteau va avoir un mouvement d'une grande amplitude. Donc là, le calcul est moins facile à faire. Alors on voyait 4 jours facilement, mais disons que 50-60 mètres par seconde d'amplitude avec 4 jours de période, ça correspond à une masse de Jupiter. Donc Mayer et Kellos, ils ont détecté une planète massive comme Jupiter, mais Jupiter, elle tourne en 12 ans autour de notre Soleil, celle-là, elle tourne en 4 jours. Donc c'est vraiment un objet, déjà rien que la première, on en parlait tout à l'heure, on s'attendait à trouver des choses comme dans le système solaire, la première, elle n'a rien à voir avec ce qu'on a dans le système solaire. Ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça c'est une vue d'artiste, c'est pas une photo, c'est une vue d'artiste. On imagine un Jupiter, mais très proche de son Soleil, donc on a appelé ça des Jupiters chauds. Par la suite, beaucoup d'autres ont été détectés. Alors oui, on n'en a pas dans le système solaire. S'il y avait un Jupiter chaud dans le système solaire, s'il y avait une planète massive comme Jupiter qui tournait en 4 jours autour du Soleil, bien sûr qu'on l'aurait détecté. C'est sûr, il n'y a pas de Jupiter chaud dans le système solaire. Donc dès la première planète extrasolaire, déjà là, il y a une surprise, il y a quelque chose qui n'était pas du tout prédit et qui en plus a posé pas mal de problèmes par la suite. Alors la suite, justement, alors ça c'est la deuxième. Donc la première planète extrasolaire, c'est un résultat obtenu par les astronomes suisses sur un télescope français avec un instrument franco-suisse, donc un résultat européen. La deuxième est obtenue par nos collègues nord-américains, l'étoile 47 Uma, donc l'étoile 47 de la constellation de la Grande Ourse, donc publiée en 1996. On voit la vitesse radiale en fonction du temps, tous les points de mesure et le modèle. Donc on voit que c'est une période de 1000 jours, à peu près 3 ans de période, la masse 2,4 masses de Jupiter, donc c'est un Jupiter assez massif qui tourne en 3 ans autour de son étoile. Cette figure, je la trouve intéressante parce qu'on voit que le résultat de Mayer et Kellos, c'est ici. Donc là, peut-être qu'ils l'avaient déjà avant, cette planète, mais peut-être ils n'ont pas bien regardé leurs données ou c'était pas sûr. Enfin, tant qu'un
on ne savait pas en fait si la méthode des vitesses radiales allait permettre de découvrir des planètes extrasolaires. Là maintenant, on est 20 ans après, on sait que ça marche, on est plein à travailler dessus, moi notamment, mais à l'époque, on ne savait pas bien si ça permettrait de détecter des exoplanètes. Donc ils travaillaient dessus, mais bon, et puis on voit en 95, là on sait que la méthode des vitesses radiales permet de détecter des exoplanètes. Vous voyez qu'ils observent comme des fous, ils ont tout un tas de points, et vous voyez que leurs barres d'erreur réduisent. Alors c'est pas qu'ils travaillent mieux alors qu'ici ils travaillaient mal, je ne pense pas. Mais c'est sûr, je pense plutôt que c'est qu'à partir de ce moment-là, on savait que ça fonctionnerait, donc évidemment c'était extrêmement motivant. Donc il y a plein d'énergie qui a été mise, de l'argent qui a été mis dans des buts pour travailler sur ces données, pour améliorer la réduction, les observations, plein de gens qui se sont mis à travailler, et quand on y met plus de moyens humains, financiers, et les résultats s'améliorent. Et puis aussi, ils avaient plus de temps au télescope, là, ils avaient un point de temps en temps, et puis là vraiment, ils allaient au télescope en disant on veut détecter des planètes extrasolaires, et on leur donnait du temps parce qu'on savait que ça marchait, alors que dans les années 90, si on arrivait au télescope en disant je veux détecter une planète extrasolaire, on savait que ça faisait 400 ans qu'on n'en avait pas détecté, on se disait c'était pas si facile. Alors ceci dit, maintenant c'est toujours un petit peu compliqué parce que maintenant on est plein à vouloir en détecter, donc maintenant ça redevient compliqué. Alors une autre intéressante, une autre première pour le coup là, faite par nos collègues nord-américains, donc en 97, la planète Upsilon Andromède B, donc autour de l'étoile Upsilon dans la constellation d'Andromède, on voit la vitesse radiale en fonction de la phase orbitale, l'étoile s'approche, s'éloigne, s'approche, la période 4 jours, la masse 0,7 masse de Jupiter, donc une planète quasiment aussi massive que Jupiter qui tourne en 4 jours, un Jupiter chaud. Donc ça, on a compris ce dont il s'agissait, donc de nouveau un autre Jupiter chaud. Et alors quelque chose qui est intéressant en science, c'est de regarder les résidus. Qu'est-ce que c'est les résidus? On a tous les points de mesure ici, avec des barres d'erreur, avec des incertitudes, et puis on a un modèle. Et donc le résidu, c'est soustraire le modèle aux mesures. Si les mesures sont bonnes, si le modèle est bon, le résidu, ça doit être à peu près 0. 0 aux barres d'erreur près. Donc en gros, un résidu, il doit être dispersé à peu près comme les incertitudes. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que les mesures sont mauvaises, ou les incertitudes sont mal évaluées, ou le modèle est faux, ou les trois. Voilà, c'est pas facile. Mais parfois, si c'est complètement mauvais, là on se dit que ça ne va pas du tout, il faut vraiment plus travailler. Parfois, ce qui arrive, c'est que le modèle n'est pas complètement bon, mais à peu près. Donc on se dit, le modèle n'est pas si mal, mais il faut l'améliorer un petit peu. Et c'est exactement ce qui se produit ici. Ici, le modèle il est pas mal, quand même. On voit que la sinusoïde elle passe bien par les points. Mais si on regarde le résidu, voici le résultat. On voit là donc les résidus une fois qu'on a soustrait la planète de 4,6 jours. Et les points, on les voit en fonction du temps. Ça bouge encore. 0, c'est ici. Il y a des points qui sont largement au-dessus ou en dessous de 0. Et donc ces résidus, on peut les ajuster en ajoutant deux autres signaux, une sinusoïde ici à courte période et une autre à plus longue période. Donc en gros, ce système planétaire, il n'a pas une, mais il a trois planètes, celle qu'on vient d'enlever, et puis les deux autres là. Donc si on l'observe ici, on a le système multiplanétaire Upsilon d'Andromède, avec la planète B, la planète C et la planète D. C'est le premier système multiplanétaire qui a été détecté, et on le voit ici mis à l'échelle du système solaire. Si le Soleil était là, on aurait ici l'orbite de Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Donc il a à peu près la même échelle, sauf que là, il s'agit de planètes géantes, alors que dans le système solaire, ce sont des planètes telluriques. Donc de nouveau, un système assez différent de ce que l'on a dans notre système solaire. Là, on a des planètes géantes qui sont très proches. On a une qui est un Jupiter chaud, donc lui, c'est vraiment différent par rapport au système solaire. Celles-là sont à des distances similaires à ce qu'on a dans le système solaire, mais elles sont, dans le système solaire, c'est des telluriques, là, ce sont des planètes géantes. Alors si on voyait le Soleil pour finir sur cette méthode des vitesses radiales, si on se mettait à 30 années-lumière au-dessus du Soleil, voici le mouvement du Soleil. Si on imagine qu'on a juste Jupiter qui tourne autour du Soleil, donc une planète qui fait une masse de Jupiter qui tourne en 12 ans autour du Soleil, Jupiter fera bouger le Soleil. Vous voyez que le mouvement, c'est quelques millisecondes d'angle, même quelques dixièmes de millisecondes d'angle. Donc c'est vraiment un tout petit mouvement. Et donc là, c'est la taille du Soleil à la même échelle. Donc en gros, Jupiter, il fait bouger le Soleil de l'ordre de grandeur de sa taille avec une période de 12 ans. Donc vous voyez que c'est quand même un faible mouvement d'une faible amplitude. Et donc si on est par ici, c'est s'il y a un extraterrestre qui observe le Soleil de ce côté-là, il va voir le Soleil parfois s'approcher, parfois s'éloigner, parfois s'approcher. Il pourra en déduire qu'il y a une planète comme Jupiter qui tourne en 12 ans autour du Soleil. Mais on sait qu'il n'y a pas que Jupiter, il y a d'autres planètes. Ça envoie le mouvement aux 8 planètes du système solaire. Enfin, en fait, c'est essentiellement Jupiter et Saturne. Là, on voit ça tourne comme ça. Donc, il y a surtout la période de 12 ans. Et puis, il y a une autre période, c'est 22 ans, Saturne, je crois, qui fait, ou 27 ans. C'est 27 Une bonne vingtaine d'années, Saturne. Je crois que c'est 27 plutôt. Bref, il y a tous les mouvements qui sont combinés des planètes du système solaire. Voilà. Alors, juste le formalisme, donc se mesure, cette vitesse radiale, on la mesure par effet Doppler. Et donc quelque chose qui est très important, c'est l'amplitude du mouvement. L'amplitude, on le note avec la lettre K. Et donc cette amplitude de la variation vitesse radiale, elle est reliée à la masse petit m de la planète
avec un sinus I c'est l'inclinaison. On voit bien que suivant l'inclinaison du plan de l'orbite, l'effet sur l'étoile ne sera pas le même. Et ça, souvent, c'est une incertitude qui reste, une inconnue qui reste, pardon, on ne connaît pas l'inclinaison, donc on a une incertitude sur la masse de la planète. Le grand M, ça dépend de la masse de l'étoile, la constante de gravité, ça dépend de la période et de l'excentricité de l'orbite. Si on fait des hypothèses simplificatrices, en admettant que la planète est bien moins massive que l'étoile et qu'on a une orbite circulaire, eh bien, cette équation se transforme en celle-là. Donc l'amplitude en mètres par seconde, c'est 200 à peu près, avec là le M en masse de Jupiter, la masse en masse du Soleil et la période en jours. Donc si on applique ça pour voir les ordres de grandeur, si on prend un Jupiter chaud, donc une masse de Jupiter, une période de quelques jours, ça va faire une variation d'une amplitude de quelques dizaines de mètres, une centaine de mètres par seconde avec une période de quelques jours. C'est bien ce que l'on voit ici. Si maintenant on prend notre Jupiter, une planète comme Jupiter fera bouger son étoile de plus ou moins 12 mètres par seconde avec une période de 12 ans. Donc 12 mètres par seconde, vous voyez, là c'est tout petit comme amplitude. Hein. Et puis en plus, il faut observer 12 ans, voire même 24 ans pour être sûr, 36 ans pour que ce soit blindé. Donc on voit que ce sont des observations qui demandent du temps. Et maintenant la Terre, si on veut observer la Terre avec cette méthode-là, le mouvement c'est plus ou moins 9 cm par seconde avec une période de 365 jours. Donc 9 cm par seconde, c'est encore plus fin que l'épaisseur du trait ici. Donc détecter une planète comme la Terre autour d'une étoile comme le Soleil, c'est un défi. Alors les vitesses radiales, pour résumer, elles permettent de mesurer donc la masse des exoplanètes, en fait la masse minimale hein, avec cette histoire d'inclinaison inconnue, la période de leurs orbites, l'excentricité de ces orbites. Alors l'excentricité, ça ressemble à ça. Si on a une orbite circulaire, on a une belle sinusoïde. Si on a une excentricité là, de 0,64, bah, parfois la planète est plus proche de son étoile, parfois elle est plus loin, et quand elle passe plus proche, bah, la courbe de vitesse radiale change brutalement, puisque la planète passe rapidement autour de son étoile, donc l'étoile bouge rapidement. Ça ressemble à ça, une orbite excentrique. Et donc aujourd'hui, le 28 mars 2024, on connaît 5653 exoplanètes, j'ai vérifié juste avant de venir, autour de 4161 systèmes exoplanétaires, parce que l'on connaît 896 systèmes multiples, c'est-à-dire des systèmes avec 2 exoplanètes ou plus. Alors, il y a beaucoup d'instruments à travers le monde qui font des mesures en vitesse radiale pour détecter les exoplanètes, notamment l'instrument SOFIE à l'Observatoire de Haute-Provence, qu'on est beaucoup ici à l'Institut astrophysique de Paris à utiliser. On utilise également, avec d'autres collègues, l'instrument ARPS-NOR, qui est installé sur un télescope italien, le télescope Galilée, dans les îles du Canari. L'instrument Spirou qui fait le même genre d'observation depuis la grande île à Hawaï, mais lui dans le domaine infrarouge. Donc ça aussi, c'est un instrument dans lequel l'Institut d'astrophysique est très impliqué. Et puis l'instrument le plus puissant au monde aujourd'hui pour faire ce type de mesure, c'est l'instrument Expresso qui utilise jusqu'à, pas toujours, mais il peut utiliser jusqu'à les 4 télescopes de 8 mètres, donc un télescope géant, au Very Large Telescope, le très grand télescope de l'Observatoire européen austral dans la cordillère des Andes au Chili. Donc ça, c'est depuis le début, je vous ai parlé essentiellement de la méthode des vitesses radiales, donc une méthode indirecte pour détecter les exoplanètes. Je vous ai parlé également de la méthode directe. Alors la méthode directe, je vous ai dit, c'est très difficile, mais ça a fini par fonctionner. Là, on voit une très belle détection. L'étoile est au centre. L'étoile, elle est masquée par un coronographe qui fait une sorte d'éclipse artificielle pour moins être ébloui par la lumière de l'étoile. Et puis, avec d'autres effets pour avoir de la très haute résolution angulaire. Autour de cette étoile, on voit 1, 2, 3, 4 planètes qui tournent autour. Vous voyez que là, le temps est accéléré. Tout ça, ce sont des vraies images obtenues au télescope. Ce n'est pas un film reconstitué après. Ce sont des images faites au télescope. Et donc, on voit qu'on détecte le mouvement de ces planètes qui tournent autour de leur étoile. Alors, ce sont des planètes très particulières. Elles aussi, elles n'ont pas grand-chose à voir avec les planètes qu'on voit dans le système solaire. 20 unités astronomiques, c'est la distance Terre-Soleil. Vous avez vu Jupiter, Soleil, c'était 5 unités astronomiques. Donc, elles sont bien plus éloignées que Jupiter de leur étoile. Et puis, elles sont bien plus massives que Jupiter. Une autre méthode dont je vais parler, ça va être la dernière méthode dont je vais parler ce soir pour détecter les exoplanètes. Alors vous reconnaissez sans doute cette image, c'est une éclipse de Soleil. Quand la Lune passe devant le Soleil, elle réduit énormément son intensité. Alors peut-être qu'il y en a certains dans cette salle, je suis sûr qu'il y en a beaucoup dans cette salle qui ont vu l'éclipse du 11 août 1999, mais je suis sûr qu'il y en a aussi beaucoup qui ne l'ont pas vu juste parce qu'ils n'étaient pas nés. Donc je vous donne des prédictions là, qui sont très fiables, faites par nos collègues du Bureau des longitudes de l'Institut de mécanique céleste juste à côté. Donc les prochaines éclipses totales de Soleil, ce sera, vous pouvez noter, 3 septembre 2080, visible en France, 3 septembre 2080 et 23 septembre 2090. Alors pour la plupart d'entre nous qui avons vu celle de 99, ça risque d'être un petit peu juste, un peu difficile, mais pour les plus jeunes dans cette salle, notez cette éclipse, et j'espère que quand vous observerez cette éclipse, vous vous souviendrez avoir été ici quelques décennies avant.
Et alors pourquoi est-ce que je vous parle d'éclipse de Soleil? Parce qu'on peut détecter une exoplanète à peu près de la même méthode. La Lune, quand elle passe devant le Soleil, elle peut aller jusqu'à couvrir complètement le Soleil, donc il se met à faire nuit pendant quelques instants en plein jour. La planète, généralement, elle est plus petite que l'étoile, donc elle va cacher une plus petite surface. Alors on n'arrive pas à avoir une image comme ça d'une étoile. L'étoile, on n'arrive pas à imager sa surface et encore moins à voir une planète passer devant. Par contre, on peut mesurer très précisément la quantité de lumière qui arrive d'une étoile. C'est une technique qui s'appelle la photométrie. Et bien évidemment, si une planète passe devant l'étoile, la quantité de lumière qui arrive de l'étoile va baisser. Donc ça va ressembler à ça. Si on a la brillance ou la magnitude de l'étoile, ça ne bouge pas, et puis tout d'un coup, ça baisse. Si ça baisse, on se dit qu'il y a quelque chose qui est passé devant l'étoile. Et si cette baisse elle est périodique, elle se reproduit tous les 20 jours, on se dit qu'il y a quelque chose qui tourne en 20 jours autour de l'étoile et qui passe juste devant. Donc cette technique, elle est très puissante, mais la probabilité d'un transit, on peut la calculer, on fait de la géométrie, on prend l'étoile ici, la planète qui est là, et puis en gros, si on est loin, quelle est la probabilité qu'on la voit passer devant? On sent bien que la plupart du temps, la planète va passer au-dessus ou en dessous. Les éclipses, c'est assez rare, il faut que la Lune soit pile alignée avec le Soleil, c'est assez rare, et pourtant la Lune est plus grosse. Donc si on fait les équations géométriques juste là, la distance entre l'étoile et la planète, c'est le demi-grand axe A, la taille de l'étoile R star, la taille de la planète RP. Si on imagine, on fait l'hypothèse simplificatrice que la planète a un petit rayon par rapport à l'étoile et que l'orbite est circulaire, une excentricité nulle, la probabilité de transit, c'est le rapport R star sur A, le rapport entre la taille de l'étoile sur la distance étoile-planète. Et donc si on applique, pour la Terre, c'est 0,5% de probabilité. Donc si on imagine que toutes les étoiles ont une planète comme la Terre, il y en aura seulement une sur 200 pour laquelle on arrivera à la détecter par un transit. Donc c'est une méthode qui est extrêmement intéressante, mais vous voyez qui est très peu efficace. Avec cette méthode-là, on loupe quasiment toutes les planètes. Alors si on prend un Jupiter chaud, là c'est 10%, donc c'est plus favorable. Et ça c'est intéressant également dans l'histoire de l'exoplanétologie, parce que donc, si on prend les premières planètes ont été détectées par vitesse radiale, VR vitesse radiale, la première en 95, en 96, 6, voilà, on avait... en gros, si c'est 10%, on ne sait jamais si elles vont transiter, a priori, juste par vitesse radiale, mais on sait qu'on a une chance sur 10 qu'elles transitent. Donc en gros, si on prend 10 planètes en vitesse radiale, il y a quand même de bonnes chances qu'il y en ait une sur les 10 qui soit vue en transit, qui ait le bon goût d'être alignée avec son étoile. Et donc en 99, il y en avait une bonne vingtaine, et il n'y avait toujours pas de transit. Donc on se disait, il y a peut-être quelque chose qui a mal été compris. Mais en 2000, donc on va faire un peu de planétarium, on va aller dans le carré de Pégase que vous reconnaissez peut-être, on va zoomer sur cette étoile-là, voilà, j'ai essayé de bien mémoriser cet endroit-là. Voilà. Et donc vous repérez cette étoile, elle s'appelle HD 209 458. Et alors je peux vous dire que cette étoile-là est extrêmement célèbre. Alors vous ne connaissez pas le numéro, moi je peux vous le répéter sans tricher. HD 209 458. Elle est extrêmement célèbre. Pourquoi? Parce que cette étoile-là, un Jupiter chaud a été détecté par la méthode des vitesses radiales, donc HD 209 458b. Et il se trouve qu'après, en faisant de la photométrie, voici ce qui a été observé. Le transit de la planète HD 209 458b a été détecté devant son étoile. Là, on voit le flux de lumière qui arrive de l'étoile, avec les barres d'erreur, et puis là il y a une nuit d'observation à peu près, oui c'est en jour, vous voyez, donc là ça fait 6-7 heures d'observation du début à la fin. Le flux ne bouge pas de l'étoile, l'étoile devient moins brillante soudainement, et puis après ça redevient normal. Donc quelque chose est passé devant l'étoile, et ça il y en a deux qui ont été observés avec la période qui a été, avec comme intervalle la période qui avait été mesurée par la méthode des vitesses radiales. Le transit s'est produit exactement au moment prédit, donc c'était clair, c'était la même planète qui était vue en vitesse radiale et en transit. Et ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement puissant en science de faire une prédiction qui se vérifie, parce que la prédiction de la méthode des vitesses radiales, c'est que certaines planètes vont être vues en transit. Ça a été vérifié, et ça a été vu exactement au bon moment. Donc c'est intéressant en termes de confirmation, c'est bien d'avoir quelque chose de compliqué de l'observer par deux méthodes différentes. Et au-delà de la confirmation, on a tout un tas de paramètres, parce que donc, vu que là, quand on a la vitesse radiale et le transit, là c'est le même, ça c'est le transit vu avant, ça s'est fait avec un petit télescope par un étudiant nord-américain, David Charbonneau, qui lui aussi est devenu un très grand... Alors il n'a pas eu le prix Nobel, mais ceci dit, il a d'excellents résultats, il a eu plein de résultats, plein de premières, ça c'est sa première qu'il a eue alors qu'il était étudiant, mais il en a eu plein d'autres par la suite, donc c'est un grand professeur maintenant. Et donc ça, il a fait ça avec un petit télescope de, je crois, 30-40 cm, quasiment sur le parking de son université. Donc on voit la barre d'erreur, elles sont assez grandes, mais ils le détectent sans problème. Et après, forcément, ils ont dit, on demande le télescope spatial Hubble pour faire la même chose. Donc ils ont fait la même chose avec le télescope spatial Hubble. C'est bien moins bruité, mais ils voient la même chose. Et donc avec des données si bonnes, les vitesses radiales de cette planète
et le transit détecté. Donc la planète HD 209 458b, elle est vraiment très très bien caractérisée. On connaît la période très précisément. On mesure la masse, on mesure le rayon. Si on a la masse et le rayon, on peut en déduire la densité en faisant l'hypothèse que c'est une sphère, qui est une hypothèse très raisonnable. On voit que c'est la densité gazeuse, donc c'est une géante gazeuse. Voilà, tout colle, on comprend bien ça. Voilà, c'est agréable en science quand on comprend bien, on se dit qu'on a fait des grands progrès. Alors on peut se poser la question de la profondeur d'un transit, de combien va baisser la lumière d'une étoile si une planète lui passe devant. Donc on imagine un Jupiter devant le Soleil. Donc Jupiter fait 1/10 de la taille du Soleil. Donc ça va aller comme la surface. La baisse de lumière va être de 1%. La baisse de lumière de l'étoile va être d'1%. C'est bien ce qu'on voit sur cette courbe. Là, 1%, c'est ici, c'est un peu plus d'1%. La planète fait un peu plus qu'1/10 de la taille de son étoile. Si par contre, maintenant, on imagine une Terre qui passe devant son étoile, elle est bien plus petite. La Terre, elle fait à peu près 1/100 de la taille. Le rayon de la Terre fait à peu près 1/100 du rayon du Soleil. Donc on va avoir une baisse de 0,01%. Donc là, c'est vraiment pas grand-chose. On voit que c'est complètement noyé là dans les barres d'erreur. Et même si on prend la courbe de lumière du télescope spatial qui a été obtenue par la suite, même avec le télescope spatial, c'est 1/100 de cette distance-là. Donc vous voyez que c'est vraiment tout petit. C'est 1/10 de cette distance-là. Donc c'est pas facile de détecter une Terre en transit devant un Soleil avec la méthode des transits. Alors, donc les vitesses radiales, la méthode des transits, elle, donc pour résumer, elle permet de mesurer la taille des exoplanètes, comme on vient de le dire, l'inclinaison de leur orbite. Si ça transite, c'est que l'inclinaison, c'est 90 degrés, la planète passe juste devant son étoile, la période extrêmement précisément. Mais donc et puis plein d'autres choses. Mais donc les transits sont extrêmement rares. Donc pour détecter les transits, comment on fait pour détecter quelque chose de rare? On observe beaucoup d'étoiles. Et donc dans le tas, il y en a plein qui ont des planètes, mais il y en a sans doute plein où les planètes, la plupart, elles ne sont pas vues en transit. Mais quelques-unes peuvent être vues en transit. Donc il y a plein de relevés photométriques, des instruments, des télescopes qui observent énormément d'étoiles en même temps, qui regardent comment la lumière évolue au fur et à mesure du temps. Et s'il y a une petite baisse de lumière de temps en temps, on peut en conclure qu'il y a une planète, surtout si cette baisse est périodique. Donc il y a le satellite Kepler, notamment, un satellite de l'agence spatiale américaine, la NASA, qui a volé il y a quelques années, qui a obtenu énormément de résultats. On peut considérer que c'est la deuxième révolution en exoplanétologie. La première, c'est la découverte de Mayer et Kellos en 1995. Et la deuxième, on peut dire que c'est les résultats de Kepler. Vraiment, Kepler a fait énormément de découvertes. Kepler ne fonctionne plus, mais maintenant il y a TESS qui a pris le relais. Donc TESS fait le même type d'observation. Il cherche des planètes en transit devant leur étoile. Et l'Agence spatiale européenne lancera dans quelques années le satellite Plateau, qui lui ambitionne de détecter des terres en transit devant des soleils. Donc si on regarde là le nombre de planètes qui ont été détectées en fonction du temps, donc la première en 1995, il y a deux grands pics, vous voyez, en 2013 et 2016. Ce sont des résultats Kepler. L'un des grands apports de Kepler, c'est que Kepler il a trouvé des centaines de planètes d'un coup quasiment. Donc c'est l'une des choses qui ont révolutionné le champ des exoplanètes. Donc voilà, comme je le disais, j'ai fait presque 3/4 d'heure sur ma première partie, mais donc je vais abréger un petit peu les autres. Donc on a vu qu'on explorait toute la diversité de l'univers, on a vu plein de planètes qui étaient assez différentes des planètes du système solaire. On peut détecter et étudier des systèmes planétaires particuliers. Donc je vais vous en montrer un. Le système KOI 142, qui est surnommé la reine des TTV. Alors TTV, c'est quoi? C'est Transit Timing Variation. C'est quand le timing, le temps de passage devant l'étoile, le temps de transit, n'est pas exactement périodique. Si on a juste une étoile et une planète qui lui tourne autour, on a quelque chose d'exactement périodique. Tous les exactement 6,8, 3, 4, 5, 7 jours, ça ne bouge pas, la planète passe devant son étoile. Mais parfois, on a des petites variations. Et là, par exemple, c'est le cas. KOI 142, donc c'est une super Terre, une planète un petit peu plus grosse que la Terre, qui montre tous les 10,95 jours, donc presque tous les 11 jours, elle passe devant son étoile, donc on voit un petit transit. Mais si on mesure précisément le temps du transit, on voit que ce n'est pas tout le temps exactement 10,95 jours. On a des énormes TTV, des énormes variations de chronométrage. On voit ici l'amplitude de cette variation en fonction des transits. Là, il y a une centaine de transits qui ont été observés, donc une centaine de fois 10 jours. Donc là, il y a à peu près un peu plus de 100 jours, 1000 jours, excusez-moi, à peu près plus de 1000 jours d'observation, donc 3 ans d'observation. Et donc parfois, le transit, il a lieu 600, c'est 1 heure, donc 1 heure avant, et puis parfois 1 heure après, ou même plus d'1 heure après, par rapport aux 11 jours de période. Donc parfois c'est un peu plus court que 11 jours, parfois c'est un peu plus long que 11 jours. Et alors pourquoi? C'est parce qu'en fait cette orbite, cette planète, elle est perturbée gravitationnellement par une autre planète. Et cette planète, en observant, en mesurant très précisément ces variations, les dynamiciens ils peuvent prédire quelles vont être les propriétés de cette planète. Et donc la prédiction, c'est qu'il y a une autre planète qui s'appelle KOI 142c, qui elle fait 22,34 jours et 0,7 masse de Jupiter. On est proche de la résonance. Vous voyez que 22 jours, c'est un peu plus du double de 11 jours. Et justement, quand on a deux planètes qui ont des périodes orbitales
qui sont proches d'un commun multiple, eh bien, elles interagissent plus souvent l'une avec l'autre, on a une résonance et donc l'effet est amplifié. C'est pour ça que c'est la reine des TTV. Mais cette planète-là, donc elle n'est pas vue en transit directement, on ne la voit pas passer devant son étoile, on peut la détecter par une autre méthode, la méthode des vitesses radiales. Donc cette étoile-là, si on l'observe, celle-là, on pourrait la voir aussi par la méthode des vitesses radiales, mais c'est une super Terre, donc elle est très peu massive, l'étoile elle est très peu brillante, et donc on n'arrive pas à la détecter par la méthode des vitesses radiales. On arrive juste à voir ses transits. Par contre, celle-là, c'est plus massif, donc là, on peut le faire avec la méthode des vitesses radiales, et donc on l'a fait, et voici ce qui a été mesuré. La vitesse radiale de cette étoile en fonction du temps, en rouge, les points de mesure, et en noir, une orbite qui correspond à 22 jours de période et 0,7 masse de Jupiter. Vous voyez que ça colle bien. De nouveau, c'est une confirmation. Et de nouveau, c'est extrêmement important en science de confirmer quelque chose. Cette histoire, elle est un petit peu similaire à l'histoire de Le Verrier. Peut-être vous la connaissez. C'est l'histoire de la détection de Neptune. Uranus montrait des variations. Uranus n'était pas exactement périodique. Parfois, elle était un peu en retard, parfois en avance. Ça, c'était calculé parce qu'on savait qu'elle était perturbée par Jupiter, par Saturne. Mais ça ne suffisait pas à tout expliquer. Et donc, c'est Le Verrier, dont il y a la statue dans le parc de l'Observatoire de Paris, qui a fait les calculs et qui a dit que les perturbations de l'orbite d'Uranus sont dues à l'existence d'une planète. Si on observe dans le ciel à cet endroit-là, on va la trouver. Il y a un astronome allemand qui a observé et il a détecté cette planète. La force de la prédiction en science. Et là, c'est un petit peu la même chose. En observant les variations de chronométrage, les TTV, il y a une prédiction qui est faite de l'existence de cette planète. Et donc, la prédiction après, c'est que cette planète va occasionner des mouvements de vitesse radiale de l'étoile, avec cette période-là et une amplitude qui correspond à cette masse-là. On observe et c'est ce que l'on détecte. Donc vraiment, on se dit que là, on a bien compris ce qui se passait dans ce système KOI 142C. Alors, on peut déterminer, je vous ai dit également, les propriétés statistiques des systèmes planétaires. Donc là, je vais aller assez vite, je vais vous montrer en, on va dire, 30 secondes et un graphique 25 ans d'observation de planètes extrasolaires, donc je vais faire court, parce que je crois que si je ne me retenais pas, je pourrais parler 1 heure sur cette figure, mais je vais essayer de le faire très court. On voit la masse des planètes qui sont détectées, des exoplanètes, en fonction de leur période orbitale. En rouge, les planètes du système solaire, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et chaque losange, c'est une exoplanète qui a été détectée en 25 ans. Donc il y en a un petit peu partout. Alors on n'en voit pas dans le domaine du système solaire. Très probablement elles existent tout de même, mais c'est qu'on ne les a pas encore détectées parce qu'elles ne sont pas faciles à détecter. Des exo-Jupiter, on en a tout de même. Des exo-Saturne, presque. Et puis on voit 3 familles, c'est extrêmement clair. On ne voit pas que les planètes sont n'importe où. On a des familles de planètes massives comme Jupiter, mais qui tournent en quelques jours. Ce sont les Jupiter chauds. On a des familles de planètes plus géantes, mais plus froides, plus éloignées de leur étoile. Des planètes similaires à Jupiter et Saturne. Entre les deux, il y en a beaucoup moins. Donc on a des planètes à longue période et des planètes à plus courte période. Entre les deux, il y en a moins. Ça nous donne des informations sur les modes de formation et d'évolution des systèmes planétaires. En gros, les planètes géantes se forment loin et quelques-unes se rapprochent de leur étoile. Elles migrent. Et puis là, à plus faible masse, il y a moins de planètes. Et puis quand on baisse en masse, de nouveau, on en voit plein. On voit des planètes qui ont des masses comprises entre celles de la Terre et celles de Uranus et Neptune. On appelle ça des super-Terres, des sous-Neptunes. Et en gros, là, on en voit partout. Alors on n'en connaît pas, on en connaît quand même pas mal, hein, vous voyez, mais on n'en connaît pas tant que ça parce que ce n'est pas facile de détecter une super-Terre et une sous-Neptune. Elle a une faible masse, un faible rayon, donc par méthode des vitesses radiales, par méthode des transits, ce n'est pas facile à détecter. Mais en gros, quand on observe une étoile et que vraiment on y met les moyens et qu'on y arrive, généralement on détecte une super-Terre ou une sous-Neptune et même souvent plusieurs. Donc en fait, ces planètes, elles sont absentes du système solaire, hein, il n'y en a pas, on a la Terre et Vénus et après Uranus, Neptune. Entre les deux, il n'y a rien en masse. Autour des autres étoiles, on en voit partout des super-Terres et des sous-Neptunes. Ça, de mon point de vue, c'est l'un des résultats les plus extraordinaires en exoplanétologie. Ces planètes-là, dont on ne soupçonnait pas l'existence il y a 20 ans, en fait, on se rend compte qu'il y en a partout. Alors, on se rend compte qu'il y en a partout, sauf qu'il y a un endroit où il n'y en a pas, c'est autour de notre étoile. Et ça, c'est tout de même assez troublant. Parce que généralement, quand même, on s'attend à... Le fait qu'il n'y ait pas de Jupiter chaud dans le système solaire, ce n'est pas tellement surprenant, parce qu'en fait, les Jupiter chauds sont les planètes les moins difficiles à détecter. Si on essaye de corriger des biais d'observation, on se rend compte qu'en fait, il y a moins de 1% des étoiles qui ont des Jupiter chauds. Donc le fait que le Soleil n'en ait pas, ce n'est pas surprenant, il est comme plus de 99% des étoiles. Par contre, il semble que beaucoup d'étoiles, peut-être même quasiment toutes les étoiles, ont des super-Terres, des sous-Neptunes. Lui, le Soleil n'en a pas, donc il se distingue un petit peu. C'est assez troublant, je trouve. Alors, avec ce type de distribution de paramètres statistiques des planètes, eh bien, on peut mieux comprendre leur modèle de formation et d'évolution avec ce type de graphique. Là, ce que l'on voit, c'est le nombre de planètes, le nombre de planètes détectées en fonction de la masse des planètes. En noir, ce sont les observations.
Donc on voit pas mal de planètes autour de 10 masses de la Terre, les super-Terres, les sous-Neptune justement. Après ça baisse, puis ça remonte un petit peu. Mais ceci dit, ça c'est biaisé par les observations parce que ces planètes-là sont beaucoup plus difficiles à trouver que celles-ci. Donc si on essaie de débiaiser, forcément il y a des incertitudes, il y a des barres d'erreur qui sont plus grandes. Cette courbe noire, si on la corrige des biais d'observation, on arrive à ça. Donc on voit qu'il y a énormément de super-Terres, de sous-Neptune, et beaucoup moins de planètes géantes. Et donc cette distribution en masse, qui reste quand même avec des grandes incertitudes, comme vous voyez là, il y a encore beaucoup de travail à faire, on peut la comparer avec des modèles. Et donc là, je vais comparer cette courbe rouge, cet histogramme rouge qu'on revoit ici en gris clair, avec en bleu un modèle. Donc ça, c'est un modèle théorique. Donc c'est des gens qui mettent de la physique, des nuages de gaz, de poussière qui s'effondrent sur eux-mêmes, qui donnent naissance à des planètes. Et donc ils font tout un tas de simulations. Il y a des formules analytiques et puis des simulations numériques pour prédire quelle va être la distribution en masse des planètes autour des systèmes planétaires. Et donc ils trouvent en bleu cette distribution qui ressemble un petit peu à ce qui est observé, donc ça veut dire qu'on comprend même pas trop mal, mais vous voyez qu'il y a des différences, notamment ce pic-là qui est observé, il n'est pas vu avec ce modèle-là. Donc on comprend à peu près, on comprend mieux comment se forment et évoluent les systèmes planétaires, mais il y a encore du travail à faire. Et je vais donner un dernier point pour détecter et étudier des systèmes planétaires particuliers, et puis je vais montrer ce truc-là. Comment étudier leurs atmosphères? Alors, comment étudier les atmosphères des planètes extrasolaires? On peut le faire en faisant de la spectroscopie, justement avec les planètes en transit. Je vous disais, les planètes en transit sont extrêmement intéressantes. On travaille énormément sur les planètes en transit. Et donc, en étudiant le spectre avec un instrument comme SOFI ou d'autres, eh bien, on peut tenter de détecter l'atmosphère d'une planète. Si on a une étoile ici, avec l'astronome qui observe l'étoile, on peut voir le spectre de l'étoile. Le spectre, c'est la répartition des différentes longueurs d'onde, des différentes couleurs dans la lumière de l'étoile. Et puis si on imagine que sur la ligne de visée de l'étoile, il y a une planète, la planète qui tourne autour de l'étoile, parfois elle passe devant l'étoile. Quand elle passe devant l'étoile, il y a une partie de la lumière de l'étoile qui passe à travers l'atmosphère. Et donc si on observe à ce moment-là le spectre, on peut voir des absorptions. Et si on voit des absorptions pendant le transit qu'on ne voyait pas avant et qu'on ne voit plus après, on se dit que ces absorptions, elles sont dues à l'atmosphère de la planète. Donc ça, cette méthode, elle est extrêmement puissante pour détecter, étudier l'atmosphère d'une planète extrasolaire. Et donc, comme vous le savez sans doute, chaque espèce chimique, chaque espèce moléculaire a une signature spectrale, une sorte de code barre. Donc on voit l'hydrogène, le deutérium, voilà oxygène, fer. Et donc je peux vous montrer ici un spectre. En gros, on fait souvent ça en spectroscopie. On a un spectre, on voit plein de raies, et on se dit qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors ce n'est pas complètement trivial, mais si vous regardez bien, peut-être vous reconnaîtrez qu'il y a les raies de l'hydrogène, celles de l'oxygène qu'on voit au-dessus, celles du carbone et celles de l'azote. Donc en gros, on fait souvent ça en spectroscopie, et ce n'est pas toujours facile. Et en gros, aujourd'hui, par exemple, ces trois espèces chimiques-là, hydrogène, oxygène, carbone, elles ont déjà été détectées dans les atmosphères de planètes extrasolaires. En fait, un vrai spectre, ça ressemble à ça c'est une simplification. Un vrai spectre dans le visible, du bleu jusqu'au rouge, ça ressemble à ça c'est le spectre du Soleil. Alors il y a déjà plein de raies, parce que dans l'atmosphère du Soleil, il y a des espèces chimiques également qui font des absorptions. Donc si on voit des absorptions dans l'atmosphère de la planète, il faut réussir à distinguer des absorptions dans l'atmosphère de l'étoile. Ce n'est pas facile. Et donc ce spectre-là, on le voit en deux dimensions. Si on peut sommer en une dimension, on voit le flux de lumière en fonction de la longueur d'onde, et voit à chaque fois que ça baisse, c'est une raie d'absorption qui est liée à une espèce chimique dans l'atmosphère de cette étoile. C'est justement, si je reviens juste avant, un petit aparté, ce qu'on voyait avant, les vitesses radiales qu'on fait par effet Doppler, c'est comme ça qu'on mesure la vitesse radiale de l'étoile. Si le spectre se décale vers le bleu, vers le rouge. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler maintenant. Donc on a énormément de raies dans le spectre d'une étoile, et puis certaines, on peut se dire qu'on va peut-être détecter l'atmosphère d'une planète extrasolaire. Donc je vais vous donner un exemple d'une des... Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est bon. Je vais vous montrer un des exemples d'une des toutes premières détections d'atmosphère d'exoplanètes qui a été faite ici à l'Institut d'astrophysique par l'équipe d'Alfred Vidal-Madjar il y a une vingtaine d'années. C'est une observation qui a été faite avec le télescope Hubble autour de sur la fameuse planète HD 209 458b. Et donc on a observé avec le télescope spatial Hubble au moment où la planète passait juste devant son étoile pour essayer de détecter les absorptions de l'atmosphère de la planète. Et en vert, on voit avant le transit, on voit le flux de lumière en fonction de la longueur d'onde. Il y a deux pics comme ça d'émissions qu'on comprend bien. C'est l'émission de la chromosphère de l'étoile avec une absorption interstellaire. Enfin, on comprend bien la courbe verte. Et pendant le transit, on voit la courbe rouge. Et la courbe rouge, elle est 15% plus basse. Et a priori, une planète comme celle-là, c'est un Jupiter chaud, donc ça devrait faire 1% de baisse. Et là, dans cette raie-là, qui est caractéristique de l'hydrogène, cette raie-là, ces deux pics-là, ils sont liés à l'hydrogène.
Donc il y a énormément d'hydrogène. En fait, la planète en hydrogène, elle est plus grosse que la planète que l'on voit pendant le transit optique. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la planète s'évapore. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hydrogène qui s'échappe de la planète. Et ça, on le sent un petit peu, on arrive à le sentir, parce que la planète est très proche de son étoile. On sent qu'il y a de l'interaction entre l'étoile et la planète, que l'étoile chauffe la planète. Et donc, c'est assez naturel de se dire que de la matière peut s'échapper de la planète. Donc, en gros, voici la vue d'artiste qu'on a fait à partir de ça. On imagine que si la planète elle a beaucoup d'hydrogène qui s'échappe d'elle, on imagine qu'on a des yeux ultraviolets, parce que c'est en ultraviolet, ça a vu avec le télescope spatial Hubble. Ben, il y a beaucoup de choses de l'hydrogène qui s'échappe. Et puis donc, quand il passe devant l'étoile, ça absorbe là où il y a la planète, mais ça absorbe aussi beaucoup plus du fait de cet échappement de matière. Donc on a eu des artistes qui nous ont fait des simulations, des vues d'artistes de ce qu'on devrait voir dans un tel système. Et puis, bien sûr, je vous montre quand même un résultat de James Webb. On ne peut pas faire une conférence d'astronomie actuellement sans parler de James Webb, mais c'est justifié, c'est vraiment un instrument extraordinaire. Donc le télescope James Webb qui est dans l'espace depuis quelques mois, voici un de ses premiers résultats publiés en 2022, la détection de la molécule d'eau dans l'atmosphère du Jupiter chaud WASP 96b, donc c'est un Jupiter chaud parmi d'autres. Et donc là, c'est l'absorption en fonction de la longueur d'onde, les points observés par le James Webb, et en bleu le modèle qui inclut des absorptions des signatures spectrales de la molécule d'eau. Donc la molécule d'eau a été détectée dans cette planète. On voit que ce n'est pas parfait, on voit que le modèle là, il ne correspond pas exactement, qu'il y a des petits problèmes, mais globalement, ces grandes structures, on les voit bien. Donc c'est assez clair qu'il y a la molécule d'eau qui a été détectée dans l'atmosphère de cette planète extrasolaire. Et dans les 2 minutes qui me restent, je vais finir en parlant des derniers points qui excitent sans doute plus 5 minutes. Alors je vais y aller tranquillement. Je vais parler donc de la recherche des analogues à la Terre. Alors, je ne vais pas donner de résultats, on n'a pas encore détecté de planète qui ressemble exactement à la Terre. En fait, qui a toutes les caractéristiques de la Terre, on n'en a pas. On en a qui ont la même taille, mais elles sont beaucoup plus proches de leur étoile, ça il y en a certaines. On a même des planètes plus petites que la Terre, mais plus proches de leur étoile. Mais il y a l'espoir de détecter des planètes comme la Terre, qui tournent en 1 an autour d'étoiles comme le Soleil. L'un des instruments qui va faire ça, c'est le satellite Plato dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un super Kepler, c'est un super TESS, les satellites de la NASA qui vont voler et TESS qui volent encore actuellement. Lui, Plato, son but, c'est de détecter des toutes petites baisses de lumière d'étoiles dues au passage d'une planète qui passe devant elle et qui sera grosse comme la Terre. Et il faut qu'il observe longtemps parce que si c'est une Terre, elle passe devant son étoile tous les ans. Donc là, et ça dure quelques heures. Donc il ne faut pas le louper, il faut observer en continu des étoiles pour avoir la chance de voir une planète passer, enfin de voir la baisse de lumière de l'étoile due à une planète qui lui passe devant. Et puis le mieux, c'est d'en voir 2 quand même, de voir un, puis en voir un deuxième pour être sûr qu'on a la période. Et puis vraiment, pour bien voir la période, il faut en voir 3, là on n'a vraiment plus de doute qu'on n'a rien loupé. Donc c'est des programmes très ambitieux, mais donc ce satellite développé par l'Agence spatiale européenne, bah, là ça c'est un dessin, ça c'est une photo, il est en train d'être construit, il sera lancé mis en orbite d'ici quelques années, par une fusée Ariane normalement. Et puis, en termes de vitesse radiale, il y a le EELT, le télescope extrêmement grand, extrêmement large télescope européen. Le premier E, c'est pour européen. Donc, c'est un télescope. Alors, le télescope de l'Observatoire d'Hauts-de-Provence, son miroir qui a permis de détecter la première planète extrasolaire, son miroir, c'est à peu 1,93 m, à peu près 2 mètres de diamètre. Donc, c'est plus gros que le diamètre de quelques millimètres de notre œil, donc il a beaucoup plus de lumière. Je vous ai parlé du VLT, 4 télescopes de 8 mètres, donc c'est encore plus gros. Ça, ce télescope-là qui est en train d'être construit, c'est un télescope d'à peu près 40, le miroir fait à peu près 40 mètres. Ce n'est pas un grand miroir de 40 mètres, c'est des centaines de petits miroirs qui font 2 mètres. Bon, petit miroir, c'est le même qu'à l'OHP, mais là, on en a des centaines, et au total, ça fait un miroir équivalent d'une quarantaine de mètres. Donc c'est une installation énorme, c'est un projet à plus d'1 milliard d'euros, c'est vraiment un programme très ambitieux, mais qui est en cours de construction. Là, on voit une image de la construction de ce télescope. Et ce ne sera pas au tout début, mais la deuxième génération d'instruments de ce télescope aura des spectroscopes pour mesurer très précisément des vitesses radiales et détecter ce fameux 9 cm par seconde de variation d'une étoile avec un an de période. Donc là, de nouveau, c'est très ambitieux, c'est très difficile comme type de mesure. Et donc, bien entendu, j'en viens au dernier point, la recherche de la vie extraterrestre. Et donc, je vais prendre un petit risque, je vais finir cette conférence par vous faire une prédiction. Alors, j'ai fait 2 prédictions, j'ai parlé de la prédiction des éclipses que les plus jeunes d'entre nous verront à la fin du XXIe siècle. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui doute de cette prédiction, mais on est quasiment, enfin on est sûr, je pense que personne n'en doute qu'il y aura ces 2 éclipses dont je vous ai parlé tout à l'heure vont se produire. Tout de même, c'est quelque chose à prendre en compte. Hein. Les éclipses, c'est vraiment quelque chose qu'on observe depuis des siècles. Ça faisait peur, on ne comprenait pas. Petit à petit, on a compris comment ça se passait, on a compris leur régularité, on a compris ce qui se passait. Et puis maintenant, quand on dit, bah oui, scientifiquement, on est capable de prédire qu'il y aura une éclipse dans 60 ans, on n'a pas de doute là-dessus. Vraiment, on a bien compris ce phénomène. On ne comprend pas tout en science, il y a des choses qu'on comprend petit à petit, mais là, les éclipses, vraiment, on a bien compris. Je trouve que c'est satisfaisant, je trouve,
de voir qu'on a des phénomènes comme ça, qu'on arrive à bien comprendre, et qui restent malgré tout spectaculaires, émouvants, etc. Donc la prédiction que je vais vous faire, elle est moins précise, mais j'espère que vous la garderez en tête. Et en gros, je vais vous faire une prédiction à 30-40 ans. Je ne vous donne pas la date, les éclipses, elles sont connues à la seconde près. Moi, je ne vous dis pas, je vous fais une prédiction pour dans 30, 40, 50 ans. Alors voilà ma prédiction. Ma prédiction, je vous parle encore d'éclipses, j'aime bien les éclipses. Là, je vous parlais d'une éclipse de lune. Une éclipse de lune, c'est quand la Terre passe entre le Soleil et la Lune. Vu de la Terre, on voit l'ombre de la Terre sur la Lune, et donc la Lune apparaît un petit peu plus sombre. Et alors juste, quand même, de nouveau, je reviens un peu. La dernière, c'était le 16 mai 2002 en France métropolitaine. La prochaine, c'est le 7 septembre 2025, donc vous pouvez noter ça en France métropolitaine. On aura une éclipse de lune. Et donc pendant une éclipse de lune, la lumière du Soleil, une partie passe par l'atmosphère de la Terre et se reflète sur la Lune. Donc si on observe la Lune pendant l'éclipse de lune, on voit la lumière du Soleil qui a traversé l'atmosphère de la Terre. D'une certaine manière, en observant la Lune pendant l'éclipse de lune, on peut un peu observer la Terre comme si c'était une exoplanète en transit. C'est un petit peu différent, mais un peu pareil. Vous vous souvenez de mon dessin de tout à l'heure, on voyait une étoile, la planète qui passait devant, une partie de la lumière traverse l'atmosphère de la planète, et on peut voir l'empreinte de l'atmosphère de la Terre, de la planète, pardon, de l'exoplanète, à travers la lumière de l'étoile. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Si on observe la Lune là, on va avoir une partie de la lumière du Soleil qui va être perturbée par l'atmosphère de la Terre. Et donc on a fait cette observation. Alors une éclipse de lune, ça ressemble à ça. Voilà. Donc on a observé, là au-dessus de Mont-Saint-Michel, elle est très belle cette image de Thierry Legault. Si on observe ici cette partie-là pendant l'éclipse de lune, la lumière du Soleil a été perturbée par l'atmosphère de la Terre. Et donc je vais finir par cette figure qu'on a obtenue donc, en observant l'éclipse du 16 août 2008. Donc c'est une quinzaine d'années qu'on a fait cette observation avec l'instrument SOFIE à l'Observatoire de Haute-Provence. On a observé la lumière de la Lune pendant l'éclipse de lune. Donc ce que l'on voit là, c'est l'intensité, ça correspond à une altitude, mais globalement c'est l'intensité en fonction de la longueur d'onde. Ici c'est plus bleu, ici c'est plus rouge. Donc ça c'est le spectre de l'atmosphère de la Terre, c'est le spectre de la lumière du Soleil quand elle a traversé l'atmosphère de la Terre. Donc on le voit sur la Lune. Et donc qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit des structures. Cette forme-là, c'est l'ozone. Quand on voit un grand pic comme ça dans cette longueur d'onde-là, c'est dû à l'ozone, ça on le sait bien. Ces deux petits pics-là, c'est dû à la molécule d'oxygène, le dioxygène. La petite émission-là, c'est le sodium. Et la grande pente que l'on voit là, c'est la diffusion Rayleigh, un phénomène physique qui est dû aux molécules d'azote dans l'atmosphère de la Terre. Donc c'est avec cette méthode-là, on a détecté dans l'atmosphère de la Terre l'azote, le sodium, l'ozone et l'oxygène. Alors ce n'est pas un grand scoop. Évidemment qu'on savait déjà avant cette observation que dans l'atmosphère de la Terre, il y avait ces 4 espèces chimiques. Mais on les a observées, on les a détectées comme si la Terre était une planète extrasolaire, parce qu'on les a vues en absorption avec la lumière du Soleil qui était absorbée par l'atmosphère de la Terre. Et donc c'est là que vient ma prédiction que je vais faire pour finir. Donc je vous ai parlé de Plato qui va être mis en orbite dans quelques années. Plato, moi je n'ai pas beaucoup de doutes qu'il va détecter quelques planètes comme la Terre, qui sont grosses, massives comme la Terre, qui tournent en un an autour de leur étoile comme le Soleil. Il va en trouver quelques-unes. Pour être bien sûr, il faudra les observer avec les télescopes de 40 mètres, là, les mesurant en vitesse radiale, et ça va prendre des années pour détecter ce petit mouvement de 9 cm par seconde d'amplitude avec un an de période. Donc ça, à mon avis, il y aura 5-6 ans d'observation pour être vraiment sûr qu'on aura observé ça. Donc là, on aura une planète comme la Terre, qui tourne autour d'une étoile comme le Soleil, qui tourne en un an. Et donc cette planète, elle sera vue en transit, puisqu'elle aura été détectée par le satellite Plato. Et donc à un moment, il y aura quelqu'un, je suis sûr, donc dans 30-40 ans, qui va dire, je vais observer le transit de cette planète quand elle passe devant son étoile. Et s'il fait cette observation-là, et qu'il observe ça, le même spectre, l'ozone, l'oxygène, l'azote, le sodium, il pourra dire, cette équipe-là, à mon avis, ce papier, le signeront, allez, ils seront 50, 60, 100, 1000, je ne sais pas, ils diront, on a une planète comme la Terre, qui tourne autour d'une étoile comme le Soleil, et son atmosphère, elle est similaire, elle ressemble beaucoup à celle de la Terre. Voilà, donc ça sera un résultat vraiment de folie, on n'a pas de doute là-dessus. Et donc moi, ça me paraît raisonnable. Moi, je suis quasiment sûr que ce résultat, on l'aura un jour. Alors peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, peut-être un petit peu dans plus longtemps, peut-être dans un peu moins longtemps, je ne sais pas. Mais voilà, donc j'espère que quand ce résultat sortira, vous vous souviendrez de cette conférence. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour cette conférence passionnante. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Bonsoir.
Vous nous avez rappelé que la première chose surprenante, ça a été de la notion de Jupiter chaud. C'est à partir de cette observation qu'on a émis l'hypothèse de donc les planètes gazeuses qui s'éloignaient de leur Soleil, ou c'était un modèle qui était déjà précurseur? C'est intéressant comme question parce que justement, alors là pour le coup, elles s'approchent plutôt de leur étoile, mais en fait qu'elles s'approchent, qu'elles s'éloignent, en fait c'est le même phénomène de migration. C'est-à-dire admettre que les planètes ne sont pas toujours à la même distance de leur étoile, parfois elles s'approchent, parfois elles s'éloignent. Alors il y a 30-40 ans, on ne connaissait que les planètes du système solaire, il y avait des dynamiciens qui travaillaient sur le système solaire et qui disaient oui, Jupiter, elle n'a pas toujours été à la même distance de son étoile, elle était plus loin, plus proche, ça a varié. Bon, ces gens-là... Enfin, bon, en plus, moi, je n'étais pas dans l'astrophysique à ce moment-là, alors je m'en parlais encore plus facilement, mais en discutant avec mes collègues plus seniors, ils me disent, ouais, on les écoutait, ils étaient pris au sérieux, ce n'étaient pas des charlots, ce n'étaient pas des rigolos, mais bon, il n'y avait pas d'observation, voilà, ce n'était pas dans l'air du temps. Et puis, les Jupiter chauds sont arrivés. Un Jupiter chaud, ce n'est pas possible de créer une planète massive comme Jupiter aussi proche de son étoile. Ça, les gens ont essayé à plein de modèles et tout, ça ne marche pas. Donc ça paraît quand même assez clair, c'est un résultat assez solide. On ne peut pas former un Jupiter, une planète gazeuse massive, à quelques pourcents de la distance Terre-Soleil. Et pourtant, on en voit plein. Donc ils sont là. Donc la seule solution, c'est qu'ils se sont formés ailleurs, et qu'ils se sont plus loin, et qu'ils se sont rapprochés. Donc c'est le modèle de migration. Et donc maintenant, ça ne viendra à personne de présenter un modèle de formation et surtout d'évolution dans le système planétaire, y compris le système solaire, sans prendre en compte la migration. Ça ne viendra à l'idée de personne, alors qu'il y a 30 ans, quasiment personne ne faisait ça. Donc c'est vraiment un grand changement. Quand je vous dis que les exoplanètes permettent de mieux comprendre les modes de formation et d'évolution des systèmes planétaires, c'est vraiment un bon exemple de ça. La migration, alors on n'a pas tout compris de la migration. La migration de type 1, type 2, il y a plein de variantes, et puis on sait que le Jupiter chaud, il s'approche, mais là, pourquoi est-ce qu'il s'arrête finalement? Bon, il y a des idées, mais ce n'est pas complètement clair. Il y a plein de trucs encore à comprendre sur la migration, bien sûr, mais maintenant on est sûr que la migration, c'est quelque chose de très important dans l'évolution des systèmes planétaires, et ça, il y a 30 ans, je pense que personne ne l'aurait dit. Bonjour Monsieur Hébrard et merci pour votre conférence, c'était très intéressant. J'avais une question très pratique. Lorsque vous avez parlé au début de votre présentation sur l'éventualité de trouver plusieurs planètes en orbite d'un exosoleil, j'ai envie de dire, donc vous avez abordé la question des résidus et moi, un peu ignare que je suis, je me suis dit, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de le voir aussi avec simplement du Fourier? On est sur la même chose? Oui, vous n'êtes pas si ignorant que ça. Mais en effet, la série de Fourier, on utilise beaucoup ce type d'outils, des périodogrammes, des transformés de Fourier, tout un tas de choses comme ça, pour trouver des signaux périodiques dans des séries discrètes. Parce que forcément, si on observait en permanence l'étoile, qu'on avait des belles courbes comme ça, ce serait plus facile de trouver les modèles. Là, non seulement il y a du bruit, mais en plus, on fait que des points de temps en temps, parce que déjà, on n'observe que la nuit, on ne passe pas toute la nuit sur la même étoile, on n'a pas le télescope tout le temps. Figurez-vous qu'il y a des gens qui utilisent des télescopes et qui n'étudient pas les exoplanètes, c'est incroyable, mais c'est un fait. Donc on n'a pas tout le temps les télescopes, en plus parfois il y a des nuages, donc on n'a que des points de temps en temps. Donc il y a cette problématique qu'on observe, on a des mesures discrètes sur un phénomène continu, ça c'est un grand standard en science, et quand on cherche des signaux périodiques, bien sûr on utilise des outils comme les transformés de Fourier, les périodogrammes, ce genre de choses-là. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir, professeur. Si dans 30 ou 40 ans, Plateau affiche à l'écran un spectre comme celui qui est affiché dans cet écran, est-ce que ça signifie qu'on aura trouvé une planète jumelle? Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce n'est pas Plateau qui le trouvera. Plateau, il trouvera la planète. Oui, oui. Mais là, l'observation sera un spectroscope. Plateau, il fait de la photométrie. Donc, pour moi, ce sera le spectroscope qui va être installé au télescope de 40 mètres. Et lui, le télescope de 40 mètres, il va rentrer en service dans quelques années. Mais le spectroscope, il faudra encore attendre. C'est dans 10 ans qu'on l'aura, je dirais 10-15 ans. Et puis, il faudra encore le temps qu'on fasse l'observation. Donc, en effet, ce sera une planète qui ressemblera beaucoup à la Terre. Alors, de dire qu'elle est habitée, enfin habitable ou habitée, évidemment, là, c'est encore... quelles sont les traces qu'on peut voir, quelles sont les traceurs de vie, les biomarqueurs. Là, évidemment, c'est un sujet de nombreux débats. L'ozone est considéré comme étant un bon marqueur, mais ceci dit, c'est très débattu toujours. Oui, c'est pas demain qu'on verra un spectre de feuilles
Non, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais il y a des gens qui sont exobiologistes. Alors, ils n'ont pas énormément de données, ils ont quand même beaucoup de données sur Terre, donc c'est généralement des biologistes. Mais c'est une question évidemment essentielle à se poser, parce que pour le coup, même des spectres, on en a déjà. Je vous en ai montré. Je vous ai montré un spectre de HD 209-458b, je vous ai montré un spectre de WASP, je ne sais plus combien, avec JWST. Ça fait 20 ans qu'on a des spectres d'atmosphère d'exoplanètes. Ils ne sont pas aussi beaux que celui-là, mais on commence à avoir des spectres. Donc moi, j'ai aucun doute qu'on aura un spectre d'une exotère un jour. Alors après, savoir est-ce qu'il ressemblera à celui de la Terre ou pas. Parce qu'en fait, je me suis un peu avancé dans mon hypothèse, parce que j'ai quand même fait, dans ma prédiction, j'ai fait l'hypothèse qu'évidemment, il y a une planète comme la Terre, avec une atmosphère comme la Terre. Et dans le fond, j'en sais rien. Donc là, c'est pas vraiment une prédiction, ce que j'ai fait, c'est plus un pari. Je fais la prédiction qu'on arrivera à faire ça, mais en fait, je suis quand même pas complètement sûr que ça ressemblera. Parce qu'en fait, un bon exemple, c'est Vénus. Imaginons qu'on soit un extraterrestre et qu'on observe la planète Vénus. Vénus, elle est grosse comme la Terre. Elle est à peine plus proche du Soleil que la Terre. Vraiment, c'est pareil. Vénus, c'est une jumelle de la Terre, quoi. Et en fait, on sait que pas du tout. Quand on la regarde de loin, ça ressemble, mais c'est une température de folie, il y a un effet de serre dingue, c'est invivable. Donc, voilà. Donc, c'est à la fois une prédiction et un pari. Oui, merci pour votre conférence. Alors, ma question... je suppose que vous pouvez le poser déjà tous plus ou moins. Est-ce que l'on explique statistiquement les éclipses totales du Soleil par la Lune en termes de correspondance, à peu près exacte des disques apparents, si on accepte la couronne, par exemple, dans le cas de la Lune, du Soleil? Oui, c'est très bien connu, c'est très bien mesuré. Il y a des prédictions et des mesures. Et même, je peux vous donner un effet encore plus fort. On sait que la Terre ralentit. Elle ralentit vraiment, je ne me souviens plus de combien, mais c'est vraiment un mouvement très, très lent. Et on trouve des traces d'éclipses totales de Soleil historiques. Il y en a une qui a été observée dans l'Est, je crois que c'est à Babylone, je ne suis plus bien sûr de la ville. Mais en tout cas, il y a une observation d'une éclipse qui est datée, on sait bien où elle a eu lieu, à quel endroit elle a eu lieu. Et si on ne prend pas en compte le ralentissement de la Terre, on se rend compte que cette éclipse-là, à ce moment-là, elle a bien eu lieu, mais elle a eu lieu en Europe, en France ou par là, quoi, beaucoup, très décalé vers l'ouest. Or, on sait, les sources sont assez fiables, les historiens valident ça en disant que oui, il y a bien une éclipse de Soleil qui a été observée à ce moment-là, dans cette région-là du monde. Et donc, les prédictions d'éclipses sont tellement précises qu'on arrive même à remonter, à comprendre des observations historiques, et il faut prendre en compte le ralentissement de la Terre. Donc oui, vraiment, les éclipses, c'est un phénomène très bien connu. Tout n'est pas compris dans les éclipses, mais c'est-à-dire que si on prend une prédiction d'éclipse dans 100 000 ans, c'est possible qu'on ne soit pas précis à la seconde près. Là, je n'ai pas bien les ordres de grandeur, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ne soit pas précis à quelques secondes près. Par contre, les éclipses que je vous ai montrées, là, qui vont se produire en France en 2080 ou par là, là, on les connaît à la seconde près, et là, j'ai aucun doute que ça marchera. Il y a beaucoup de... Ah, excusez-moi. Le fait que, statistiquement... Attendez, je me là. Ma question, c'est comment se fait-il que statistiquement, s'il y a eu des calculs de cette nature-là, la Lune corresponde assez précisément à ce phénomène-là d'éclipse lunaire, c'est-à-dire la correspondance des deux... Alors, votre question, c'est pourquoi est-ce que la Lune fait quasiment la même taille apparente que le Soleil? Voilà, c'est mieux dit comme ça. Oui. D'accord. Alors oui, il se trouve que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est également 400 fois plus près, ce qui fait que la Lune, en réalité, est bien plus petite que le Soleil, mais vu qu'elle est bien plus proche, elle apparaît avec la même taille, ce qui fait que quand on a de la chance que ça s'aligne exactement, c'est très spectaculaire parce qu'on voit la couronne. Alors que si la Lune était 10 fois plus grosse, on ne verrait pas la couronne, et si elle était 10 fois plus petite, on ne verrait pas une éclipse totale. Ça, c'est une coïncidence, en effet. Ça, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence qui est très étonnante, oui, qui est très spectaculaire. Mais là, je pense qu'on ne peut pas trouver une autre explication que la coïncidence. Je vois beaucoup de questions, mais il n'y a pas eu d'étudiante encore. Donc la prochaine question, ce sera une étudiante. Je suis sûr qu'il y en a. Il y en a une tout en haut. À droite, là-bas, il y en avait une. Ah, Bonsoir. Alors, en fait, vous voyez, on sait que comme il y a la vitesse de la lumière, quand il y a un astre qui est très loin, on le voit comme il était il y a très longtemps. Et je voulais demander si c'était la même chose pour les spectres de raies, dans le sens où est-ce que du coup on voit l'atmosphère des planètes comme elles étaient il y a très longtemps, mais donc on ne peut pas vraiment savoir comment elles sont maintenant. Alors,
en théorie, c'est vrai, vous avez raison, on voit les choses telles qu'elles étaient dans le passé, puisque la lumière n'a pas une vitesse infinie. Ceci dit, la vitesse de la lumière est très élevée, et les étoiles au cours desquelles on détecte des exoplanètes, elles sont très loin, mais elles ne sont quand même pas si loin que ça. Les étoiles, là, toutes celles que j'ai montrées, elles sont à quelques dizaines, quelques centaines, parfois quelques milliers d'années-lumière, mais très peu. Globalement, quelques centaines d'années-lumière. Donc vous avez raison, on voit les planètes, les étoiles, telles qu'elles étaient il y a quelques centaines d'années. Mais ceci dit, si on se rapporte, alors pour un être humain, évidemment, ça change beaucoup, une centaine d'années. Là, on regarde l'éclipse solaire dans 50 ans, on est plusieurs à se dire que ce sera difficile pour nous. Mais pour une planète, pour une étoile, on sait que le Soleil, sa durée de vie, c'est 10 milliards d'années. Les planètes, c'est à peu près la même chose. Donc à l'échelle des étoiles, à l'échelle des planètes, en fait, c'est instantané. Souvent, on a cette idée-là, on dit, ah oui, quand on voit les étoiles, on voit peut-être des étoiles qui sont en fait déjà mortes. On entend parfois cette idée-là. Alors elle est séduisante, elle a un petit côté poétique, cette idée, mais dans le fond, elle est un petit peu fausse. Je pense pas m'avancer en disant qu'il est faux d'affirmer que si on sort ce soir, dans toutes les étoiles là, moi je vous fais le pari, elles sont toutes encore vivantes. Parce qu'on les voit il y a quelques dizaines, quelques centaines d'années, telles qu'elles étaient, mais en quelques dizaines, quelques centaines d'années, dans une étoile, il ne se passe pas grand-chose. C'est comme si là, si je vous vois tel que vous étiez il y a 10 secondes, alors bon ok, dans 10 secondes, on peut un peu bouger, quoi, mais en gros, en 10 secondes, un être humain, ça ne bouge pas beaucoup. Notamment, il y a peu de chances qu'en 10 secondes, là, il y en a un ou deux qui passent de vie à trépas. Je pense que ça ne va pas se produire. Donc, cette idée-là, en théorie, elle est vraie. En pratique, quand on fait l'application numérique, ce n'est pas vraiment vrai. C'est pas vrai. Et donc, en fait, on voit quasiment les étoiles et les planètes, à leur échelle de temps, on les voit quasiment en direct. Oui, bonjour. Je me demandais si la méthode des transits pouvait être pertinente pour une détection d'anneaux planétaires autour d'une exoplanète et à quelle échelle de temps on pourrait espérer une telle découverte. Oui, bah, évidemment, c'est une bonne question. Alors, on est plusieurs à avoir essayé. Moi-même, j'ai essayé, on a fait des observations, on n'en a pas détecté. Il y a quelques candidats qui ont été trouvés par des collègues, ça n'a pas été confirmé, c'est encore débattu. Ça semble raisonnable de penser que les exo-anneaux et les exolunes aussi, les planètes, on peut penser qu'elles aient des satellites. Là aussi, il y a un candidat, il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus. Donc, alors, il y a la méthode des transits, évidemment, permet de le trouver. Il y a d'autres méthodes également qui permettent de le trouver, parce que si on a, là, moins pour les anneaux, mais plus pour les satellites, ils doivent perturber un peu la planète, et donc il y a des effets qui peuvent permettre de détecter ça. Actuellement, il y a quelques candidats. Je crois qu'il y a un candidat qui est quasiment confirmé, mais bon, c'est quand même un petit peu difficile. Donc oui, ça marche, et là aussi, je n'ai pas beaucoup de doute qu'un jour, on va trouver plein d'exo-anneaux et plein d'exolunes. Bonjour, j'aimerais poser la question par rapport à si la technique ou méthode spéciale pour étudier des systèmes avec plusieurs étoiles, 2 ou 3, qui l'une tourne sur l'autre, des choses comme ça. Alors là aussi, c'est une bonne question, parce qu'en fait, les étoiles multiples sont très nombreuses. Il y a à peu près la moitié des étoiles qu'on voit dans le ciel. Là, pour le coup, autant toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel, elles sont encore vivantes au moment où on les voit, mais autant toutes, on n'en voit qu'une. À peu près la moitié, en fait, ce n'est pas une étoile, c'est 2, 3, 4 étoiles qui sont des étoiles multiples. Et donc, trouver des planètes autour d'étoiles multiples, alors c'est un grand fantasme de science-fiction, parce que dans la guerre des étoiles, notamment, il y a une planète qui tourne autour avec une étoile binaire, donc là, on peut se faire tout un tas de films, d'ailleurs, on en fait, où on se dit, on voit 2 soleils dans le ciel et tout, donc ça va être la folie. Et de fait, alors, c'est plus compliqué de trouver des planètes autour d'étoiles binaires, parce que d'un point de vue technique, ça pose des difficultés. Et donc, assez souvent, au début, dès qu'on voyait une étoile binaire, on disait, on laisse tomber, c'est trop compliqué, on s'intéresse aux étoiles simples, c'est plus simple. Et c'était vrai, mais évidemment, quand on fait ça, on biaise énormément nos résultats. Et donc, depuis quelques années, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur les étoiles multiples pour détecter des planètes autour d'étoiles multiples, et il y en a qui ont été détectées. Donc oui, il y a des planètes dans les systèmes d'étoiles multiples qui ont été détectées. Oui, il était question quelques années avant ou après, je ne me souviens plus, de la découverte de Queloz et Major, d'une exoplanète autour d'une étoile à neutrons qui avait été détectée. Vous pouvez préciser ce point-là? Oui. Alors c'est intéressant parce que Major et Queloz, le résultat c'est 95. Le résultat dont vous parlez, donc une étoile autour d'un pulsar, le premier c'est 92. Voilà. Donc c'est avant. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que la première planète a été trouvée par Vogtshan et al., cette équipe, et donc c'est en partie vrai. Alors pourquoi est-ce que souvent, comme je l'ai fait ce soir, on dit tout de même que c'est Major et Queloz qui ont détecté la première, et pourquoi c'est eux qui ont eu le prix Nobel et pas Vogtshan?
Alors, il aurait pu le partager parce que c'est un résultat vraiment extraordinaire également. Le fait est que ça a quand même une différence, c'est que donc, un pulsar, c'est une étoile morte, donc ce n'est pas une étoile similaire au Soleil. Donc le comité Nobel il a fait attention en disant, ils ont donné le prix Nobel à Mayor et Kellos en disant, pour leur détection, d'ailleurs ils ont été prudents, ils n'ont pas dit la première détection, ils ont dit pour leur détection d'une planète autour d'une étoile solaire. Ce qui est vrai, donc ça valait bien le prix Nobel. Et de fait, c'est ça qui a entraîné la révolution. Les planètes autour des pulsars, elles posent différents problèmes. Il n'y a pas, c'est vraiment Historiquement, il y a un problème, c'est que la première qui a été détectée, elle a été détectée autour d'un pulsar, et il s'est avéré que c'était une erreur. Donc déjà, ça a donné c'est pas Bosch et al, c'est notre équipe, puis bon, ça arrive de faire des erreurs, c'est la vie. Donc déjà, ça a donné un petit peu, il y avait un petit peu de doute dans la communauté à cause de ça, premier point. Deuxième point, autour d'un pulsar, on comprend moins bien, parce qu'on se dit un pulsar, c'est le reste d'une étoile. Donc l'étoile, elle a explosé, elle a brûlé tout ce qu'elle a dégagé, toutes ces planètes autour. Pourquoi il y a des planètes encore après? Est-ce qu'elles se sont formées après? Ou est-ce que c'est un résidu qui a quand même survécu? On ne comprend pas bien, on ne sait pas bien, on a du mal à bien comprendre. Et puis en plus, on n'en a pas trouvé des centaines. Il y a quelques planètes autour des pulsars qui ont été trouvées, qui maintenant sont hyper bien étudiées parce qu'elles sont observées comme des malades également, mais on en a juste quelques-unes. Donc pour ces trois raisons-là, ça n'a pas entraîné la révolution qu'a entraîné la détection de Mayor et Kellos. Mayor et Kellos, pourtant c'est une planète spéciale, hein, Jupiter chaud c'était aussi un peu bizarre, mais pour le coup des Jupiter chauds on en a trouvé des centaines après, et puis on en a trouvé plein d'autres après. Cette technique a permis de trouver plein de planètes autour d'étoiles de type solaire. Donc historiquement vous avez raison. On peut considérer que ce sont des exoplanètes qui sont trouvées autour des pulsars. En plus, elles sont hyper intéressantes. Il y en a qui font la masse de la Lune. C'est vraiment des tout petits trucs qui ont été trouvés autour des pulsars parce que les mesures peuvent être extrêmement précises. Mais il semble quand même que ce soit des objets de nature un petit peu différentes, qu'on comprend moins bien et qui semblent tout de même avoir moins... Enfin, je me trompe peut-être quand je dis que ça a moins d'importance en astrophysique. Non, c'est hyper intéressant aussi de comprendre les planètes autour des pulsars. Si ça se trouve, on peut fantasmer aussi. Pourquoi pas les formes de vie sur des planètes autour des pulsars? J'en sais rien. Donc c'est hyper intéressant aussi. Oui. Vous aviez parlé des Jupiter chaudes et je me demandais un peu quels pourraient être les phénomènes qui pourraient être à l'origine comme ça de leur migration à travers les systèmes solaires. Et est-ce que ça pourrait être lié, ou je ne sais pas si le phénomène est négligeable ou pas, à la fameuse variation de masse de la planète avec l'évaporation quand elle se rapproche du Soleil, par exemple? Alors ce serait plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'on pense plutôt que ce serait la migration qui entraîne l'évaporation, bien sûr, puisque plus elle est proche, plus elle va s'évaporer. Donc les phénomènes de migration, on pense qu'ils sont essentiellement dus à des interactions entre la planète et son disque protoplanétaire. Dans l'histoire jeune du système planétaire, il y a un disque de gaz, de poussière, et donc il y a des frottements entre la planète et ce disque-là. Donc ça, c'est un premier type de migration. On pense qu'il y a également des migrations du fait d'interactions. S'il y a plusieurs planètes, elles interagissent gravitationnellement. Généralement, c'est comme je vous ai parlé de la reine des TTV. Bon, elle accélérait un peu, elle ralentissait, mais on peut imaginer la super reine des TTV, où là, elle fait vraiment bouger l'orbite de la planète, et donc elle se rapproche et elle migre. Ou même si c'est une étoile binaire, on parlait des étoiles binaires où il y a des planètes dans les systèmes multiples, d'étoiles multiples. Là, s'il y a plusieurs étoiles, les étoiles également interagissent gravitationnellement avec la planète, et donc ça peut faire bouger la planète. Donc ce sont ces phénomènes-là qui sont invoqués pour expliquer la migration des planètes. Merci. D'autres questions par ici? Alors moi, c'est une question d'ordre pratique. Pour améliorer les précisions des résultats, est-ce que la seule solution, c'est de faire des instruments de plus en plus gros et de plus en plus précis, ou il y a d'autres méthodes? Alors c'est une bonne question, notamment on se dit, quand on construit des instruments d'autant plus gros, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de CO2, donc on se dit, est-ce que vraiment il faut continuer à faire ça? Alors on peut s'en tirer, en partie quand même il faut faire ça, mais il y a aussi une autre méthode. Et là, l'exoplanétologie s'en tire un petit peu parce que ce type d'observation, souvent, nécessite beaucoup d'observations. Il faut observer comme des fous, faire beaucoup d'observations. Assez souvent, en astronomie, quand on demande du temps d'observation, on demande 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, et puis on fait notre programme sur un objet, un astre précis, et puis on sort notre résultat. En exoplanète, très souvent, on demande des dizaines de nuits sur des années, voire des dizaines d'années, parce qu'il faut du suivi comme cela. Et donc, de ce point de vue-là, les vieux instruments, les vieux télescopes, je vous ai parlé de l'Observatoire de Haute-Provence. Donc, c'est un télescope qui date des années 50. C'est vraiment un vieux télescope. Par contre, on met à jour les instruments. On a mis un nouveau spectroscope, mais déjà, le nouveau, il date de 2006, donc c'est quand même pas si nouveau que ça. Et puis, on continue à l'améliorer. Donc, il y a à la fois les améliorations en construisant des nouveaux instruments, comme vous le disiez, mais également, comme vous le suggériez, d'utiliser à fond ce qu'on a déjà.
de les améliorer un petit peu et essayer de ne pas les jeter dès qu'ils ont fait 10 ans d'observation, quoi. Et de fait, c'est un peu il y a beaucoup de mouvements dans la recherche, et notamment dans l'astrophysique, pour essayer d'être un petit peu plus économe en CO2. Et donc, évidemment, les infrastructures, les télescopes, un satellite, quand on balance un satellite autour de la Terre, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail d'êtres humains, mais beaucoup de CO2 également. Et donc, voilà, il y a des réflexions pour essayer de se limiter là-dessus, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'on est dans un monde, le monde de la recherche comme le reste de notre monde, où en gros, plus on fait des trucs, mieux c'est. Ils sont super chers. Regardez, moi j'ai un projet à 2 millions, je suis super fort et tout. C'est bien pour ma carrière, ma promotion. Donc il y a des équilibres à trouver là-dedans et ce n'est pas toujours facile. Un peu dans le même courant d'idées, il y a quelques années, moi j'ai participé en tant un projet de science citoyenne, comme on dit, donc sur Internet, où on nous soumettait des images en fait d'étoiles, enfin de courbes lumineuses en fait, d'étoiles qui étaient prises automatiquement par un instrument, de façon à ce que les internautes qui se connectent identifient potentiellement des fluctuations de lumière. Et donc, est-ce que ça a servi pour ensuite, moi j'ai un peu laissé après passer, est-ce que ça a servi aux chercheurs, ou est-ce que c'est plutôt servi à mettre au point peut-être des méthodes d'intelligence artificielle? Enfin, comment vous travaillez maintenant, justement, parce que il y a énormément d'informations à traiter? Eh bien, figurez-vous que ça a marché. Moi, je dois dire que j'y croyais pas trop. Moi, c'est des collègues, notamment des jeunes collègues anglaises qui ont mené ce projet. Et donc, en effet, avec des astronomes de la science participative, la science citoyenne, les gens leur envoyaient les courbes de lumière et ils devaient identifier des possibles transits planétaires. Et il y en a qui ont donné des détections, des publications. Nous-mêmes, ils nous en envoient et on observe avec ses collègues britanniques. Elle nous envoie des bons candidats des fois, on les observe à l'observatoire de Provence, et il y en a qu'on a validés comme étant des planètes. Donc il y a des planètes qui ont été trouvées comme cela, et des planètes particulièrement intéressantes, parce que justement, il y a plein de méthodes qui ont été développées pour trouver des types de planètes, mais en gros, elles ont été un peu optimisées pour les planètes qu'on connaissait bien, les Jupiter chauds, des trucs comme ça. Et donc il y a beaucoup de planètes. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas des centaines qui ont été trouvées comme ça, mais quelques-unes, et elles sont particulièrement intéressantes. Donc oui, ça a fonctionné. Peut-être l'un de vos résultats, je ne sais pas, parce que pour le coup, c'est très large. Nous, il nous arrive de collaborer avec des amateurs pour faire des observations de transit, des transits planétaires. Il y en a qui sont faisables par des amateurs, des amateurs assez aguerris, mais des astronomes amateurs qui font ça comme loisir. Et donc, il y a plusieurs publications scientifiques où les astronomes amateurs sont co-signataires. Et là, dans le cadre de cette expérience, je crois que parfois, il y a des astronomes amateurs qui sont co-signataires, mais de fait, ça résidait, cette méthode-là, par énormément de gens qui observaient beaucoup de courbes de lumière. Donc la plupart, ils ne trouvaient rien, mais bon, ça avait de la valeur quand même, parce que de temps en temps, il y en avait qui trouvaient un truc. Alors il y en avait qui trouvaient un truc et finalement, ça ne se révélait pas être intéressant, mais quelques-uns ont trouvé des trucs qui se sont révélés être intéressants. Et donc je ne pense pas, vu que c'était des très grands nombres, qu'ils ont mis tous les amateurs comme co-signataires des articles, mais de fait, ils ont contribué. Donc de fait, vous, si vous avez contribué, même si vous n'avez rien trouvé, vous êtes parti de cet ensemble qui a permis de détecter quelques planètes particulièrement intéressantes. Voilà. Il est 21h, donc je vais prendre 2 questions encore, 2 courtes questions, courtes réponses. Vous nous avez parlé de la distribution des planètes en termes de masse ou de période, et presque pas en termes, par exemple, de diamètre ou de densité. Ouais. Est-ce que c'est juste parce qu'on n'a pas de données? Ah bah si, on en a. C'est parce que j'avais 1 heure. J'avais pas plus. Je peux vous donner un mot sur les rayons, parce que sur les rayons, c'est très intéressant. Alors, je ne vais pas vous montrer une courbe, je vais vous montrer, je ne sais pas si je vais. J'arrive pas à retrouver. Non, je ne vais pas y arriver. Si, je vais y arriver comme ça. Oh. Je vais vous remontrer la distribution que je vous ai montrée, là. Voilà. Donc, on voit qu'en bas, je vous ai parlé longuement de cette distribution. Enfin, longuement, je vous ai parlé un peu de ces planètes-là, les super-Terre et les sous-Neptune. Et justement, je vous ai dit super-Terre et sous-Neptune. J'ai dit les deux. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, ça c'est un résultat assez récent, qui a été trouvé justement avec Kepler, c'est l'une des révolutions de Kepler, en regardant non plus les masses là, mais les rayons. Si on regarde la distribution des rayons, si on regarde ça, on voit qu'en fait, il y a 2 populations. Et 2 populations qui se coupent, j'ai peur de vous dire des bêtises, je crois que c'est un petit peu en dessous de 2 rayons de la Terre. Donc je crois que la première, les super-Terres, c'est vers 1,3, 1,4 rayons de la Terre. Et les sous-Neptune, c'est plutôt autour de 1,8, 1,9 rayons de la Terre, sous réserve, je crois que c'est à peu près ça. Et entre les deux, on voit une baisse, on voit beaucoup moins de planètes. Donc on voit 2 populations. Et donc là, il semble, si on rapporte ça après à la densité,
que les super-Terres, elles seraient plutôt rocheuses, et les sous-Neptunes seraient plutôt comme Neptune-Uranus, donc un noyau probablement rocheux, mais une grosse atmosphère dense. Donc si, il y a plein de choses comme ça aussi. Et la densité, vous en avez parlé aussi, il y a plein de choses qui sont faites sur la densité, et on voit des variations, elles n'ont pas toutes la même densité, et ça permet de sonder la nature de ces planètes, leur structure interne. Donc il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, et il y a plein d'observations. Bonsoir. Comme vous l'avez dit, il existe aussi des systèmes où il y a plusieurs étoiles, ou en tout cas 2, et donc nécessairement plus difficiles à étudier pour trouver des exoplanètes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des résultats intéressants, pertinents, sur la découverte d'exoplanètes dans des systèmes plus qu'une étoile? Oui, tout à fait, on en trouve. Je l'ai dit tout à l'heure, il y en a quelques-unes qui ont été trouvées. Donc il y a quelques planètes qui ont été trouvées dans des systèmes multistellaires. Voilà. Donc il y en a qui ont été trouvés, c'est plus compliqué, mais on en trouve. Et en fait, vu que c'est plus compliqué, en fait, il y a des gens qui se sont mis à faire des programmes dédiés à ça, avec des techniques qui adaptent spécifiquement à cette question qui, en effet, est plus compliquée. C'est plus compliqué de trouver une planète autour d'une étoile double ou autour de l'une des 2 étoiles d'une étoile double qu'autour d'une étoile simple. Mais donc il y en a, il y a des résultats, il y a des détections. Et notamment la première, c'est Kepler de nouveau. Quand je vous dis que Kepler, c'est une révolution, la première planète dans une étoile binaire, c'est Kepler qui l'a détectée. Le satellite Kepler. On pourrait continuer des heures, mais on doit s'arrêter à un moment. Il est un peu plus de 21h. Je pense qu'on peut tous remercier chaleureusement Guillaume. Merci. Merci, bonsoir. Et puis on peut tous vous remercier pour les questions nombreuses et intéressantes.